Alors, vous avez devant vous un détail d'une des trois batailles de Paolo Uccello, en l'occurrence celle de Londres que vous avez là, et le personnage que vous voyez sur ce fantomatique cheval blanc, c'est Nicola da Tolentino qui dirigeait les troupes victorieuses de Florence. Et donc, avec cette œuvre-là, nous allons parler aujourd'hui essentiellement de l'entrée de l'Italie dans la Renaissance, la place qu'a occupée Florence dans cette Renaissance et les grands créateurs de la Renaissance, au premier plan desquels, naturellement, il faut citer Paolo Uccello, qui est certainement un des plus grands peintres de tous les temps. Je vous rappelle quand même que, en dépit des apparences, Florence est et demeure une république. Et à l'époque où l'histoire nous intéresse, cette république est régie par un conseil. Ce conseil est formé de membres de l'oligarchie des familles en vue à Florence. Ce qui, un peu comme à Sienne, veut dire essentiellement des gens qui ont de l'argent et donc du pouvoir. Il ne s'agit pas tellement d'une oligarchie de nom, pas tellement des patriciens au sens où on l'entendra par exemple à Rome au XVIe siècle, c'est vraiment une aristocratie d'escarcelles, essentiellement. Et ces gens-là, ces gens riches, ont donc un conseil, lequel conseil est une sorte de chef suprême qui porte le joli titre de gonfalonier, et pour être plus exact, de gonfalonier de justice. Le vrai maître de Florence, c'est l'un des gonfaloniers de Florence, celui qui a pour charge de s'occuper, dit-on, de la justice, mais c'est l'homme du pouvoir absolu, ou presque. Alors, je disais bien que ce conseil de Florence, regroupe essentiellement des marchands, mais naturellement des banquiers aussi, des industriels également, on va le voir dans un instant. Mais au fond, c'est parmi ces gens-là que l'on retrouve quand même les noms qui, pendant 2 siècles, voire même 3 siècles, vont faire la grandeur des arts à Florence, en Toscane, en Italie et même en Europe. Donc je pense qu'il faut citer parmi ces membres permanents du Conseil, de génération en génération, des gens comme les Albizzi, des gens comme les Alberti, des gens comme les Bardi, des gens comme les Peruzzi, les Acciaiuoli, beaucoup d'autres encore, Tornabuoni, tiens, ça me revient maintenant, et parmi eux, une famille qui va se faire une place de lion dans l'affaire, c'est la famille de Médicis. Mais à l'époque où nous sommes, cette famille de Médicis n'est encore qu'une de ces innombrables familles. Florence est riche, Florence est prospère, Florence en est très fière, Florence gère admirablement sa fortune, cette fortune est énorme, mais cette fortune tient dans 10 ou 15 maximum coffres, dans 10 ou 15 maximum palais de Florence. C'est ça, au fond, la couverture de Florence. Alors, d'où vient cet argent? Comment ont-ils fait, ces gens-là, ces Albizzi, ces Alberti, ces Médicis, comment est-ce qu'ils ont fait leur argent? Comme tout le monde d'abord, la première raison de la richesse de Florence, c'est le commerce. Là, alors, ils rejoignent exactement les Siennois que nous avions vus à l'époque de Duccio, ou même les marchands padouans de l'époque de Giotto. Le commerce d'abord. Que commerçait-on à Florence? Les céréales comme tout le monde, l'huile comme toute la Toscane, le vin comme toute l'Italie, à quoi s'ajoute un peu d'épices, que les Florentins vendent plus cher que n'importe qui, mais parce qu'elles sont de meilleure qualité, dit-on. Des choses plus rares et qui rapportent gros, comme les perles, dont les Anglais et les Français sont les, disons, plus avides clients. Alors, il y a le commerce d'abord. C'est une petite part, elle est estimée à peu près 1/5, je dirais, de l'économie florentine. Deuxième source de revenus, et ça sont des choses très, très importantes, peut-être ça n'a pas l'air, mais vous allez voir, ça deviendra très important. Deuxième source de revenus, l'industrie. Et là, j'insiste parce que les Siennois n'en ont jamais eu, les Pisans n'en ont quasiment jamais eu, les Vénitiens surtout pas, les Génois non plus, les Romains ignorent. Le Florentin veut bien avoir une industrie, il veut bien avoir des ateliers, il veut bien avoir des fabriques, et il ne se sent pas déchu de sortir de sa fabrique pour rentrer chez lui, regarder ses Botticelli. Je veux dire par là, l'industriel, à l'encontre de toutes les autres cités d'Italie, n'est pas une sorte d'être rejetable. Alors, quelle industrie? Essentiellement le drap. Le drap de Florence est considéré comme d'au moins aussi bonne qualité que le drap de Flandre, et, vu les problèmes de transport, il revient moins cher. Et à côté du drap, la teinturerie. Les teinturiers florentins sont les meilleurs du monde, et c'est bien connu en ces temps-là. Donc, l'industrie, qui est encore une fois très particulière en Florence, cette floraison de l'industrie est une chose très très rare en Italie, l'industrie c'est aussi 1/5 ou à peu près. Et tout le reste, c'est le génie florentin, c'est-à-dire, comme vous le savez bien, la banque. Les banques de Florence sont des banques absolument phénoménales, et on peut dire que la ville de Florence est créancière de l'Europe entière,
depuis les rois d'Espagne jusqu'au roi de France, jusqu'au roi d'Angleterre, ne citer et ne repenser qu'à Philippe le Bel et aux tentatives désespérées d'échapper aux Florentins pour ne pas payer ses dettes, parce qu'il en était bien incapable. Vous vous souvenez, il a frappé monnaie, histoire d'essayer de passer au-delà de ses dettes, mais sans y parvenir. C'est vous dire donc, et tout simplement, les comptoirs des banques de Florence, littéralement, ouvrent leurs coffres à l'Europe entière, mais c'est très bien aussi les refermer en moment voulu. Et je signale que ces Florentins auront, dans leur attitude de banquier, un caractère moderniste, ou si vous préférez un caractère prospectif, beaucoup plus marqué que les Siennois. Les Siennois ont été d'immenses banquiers au XIIIe siècle, mais leurs méthodes sont toujours restées un peu les mêmes, tandis que les Florentins ont inventé des choses absolument phénoménales. La lettre de change, la première lettre de change est florentine. La traite, la première traite est florentine. Le chèque, le premier chèque a été signé à Florence en 1412, ce qui est une chose assez étonnante. Les lettres de crédit, tout cela a été inventé par ces banquiers de Florence entre la fin du XIVe et la première moitié du XVe siècle. Et ils ont même ajouté une, entre guillemets, prestation complémentaire qui est le service d'assurance. Ils ont inventé les assurances. Vous voyez où ça nous amenait. Ils ont inventé les assurances en une période troublée où les flottes étaient très souvent attaquées, perdues, corps et biens. Eh bien, ces banquiers de Florence ont inventé un contrat d'assurance où le marchand pouvait s'y retrouver au cas où. Invention qui a rapporté des millions, je peux vous le dire, comme ça continue d'ailleurs, paraît-il, à en rapporter des millions. Et ces gens-là, répandus un peu partout, se sont mis à ouvrir des comptoirs, d'abord dans toute la Toscane, puis dans toute l'Italie, puis dans l'Europe entière. Il y avait des comptoirs des banques florentines à Paris, il y en avait à Londres, il y en avait à Madrid, il y en avait littéralement partout. Autrement dit, avec cette banque menée de main de maître, surtout par les Albizzi, les Tornabuoni et les pires de tous, si j'ose dire, les Médicis, ça, nous allons voir et en détail, Florence enrichit énormément le fameux 1/5 plus 1/5 dont nous parlions tout à l'heure, et vraiment la cité devient l'une des plus prospères que l'on puisse imaginer. Du coup donc, Florence peut s'agrandir, non pas tellement dans les murs de la cité, ils restent à peu près ce qu'ils sont, mais le territoire de la cité, le territoire de Florence, ville après ville, province après province, quand on peut se payer des condottières et qu'on fait tomber toutes les oppositions. Et ainsi, lentement, on peut dire que la Toscane, au grand complet, devient florentine au cours du XVe siècle. C'est ainsi que lentement tombera Sienne. Mais c'est ainsi qu'un peu plus tard donc tombera Pise, qui deviendra également territoire de Florence, et plus important encore, Livourne, qui permettra enfin aux Florentins d'avoir un port, et donc de s'ouvrir à un commerce encore plus juteux. Donc, richesse, prospérité, gestion exemplaire, sans pitié, j'admets, et évidemment ambition territoriale parfaitement consentie font vraiment de Florence le phare de l'Italie et certainement un des plus grands phares de l'Europe. Le seul talon d'Achille de cette merveilleuse politique florentine, c'est les Florentins. Je veux dire par là que dans ces familles, il y a de telles rivalités, il y a de telles haines, il y a de tels coups tordus, que littéralement et sans cesse, la magnifique politique d'expansion, en fait, est une politique boiteuse, ou demeure une politique boiteuse, parce qu'il suffit qu'un Alberti veuille faire ceci pour qu'un Albizzi fasse le contraire. Il suffira qu'un Médicis ait une idée pour qu'un Tornabuoni immédiatement ait l'idée contraire. Et le seul talon d'Achille, je le dis bien, c'est cette fameuse rivalité. Et avec beaucoup de sagesse à la Renaissance, ces princes, car on peut les appeler tels, vont découvrir qu'à rivaliser à coup de splendeur et donc à coup de contrats faits aux artistes, on perd moins d'argent qu'en rivalisant sur le plan de la politique ou de l'économie. Donc Florence va profiter pour devenir une espèce de nouvelle Athènes, c'est d'ailleurs ainsi qu'on l'appellera, sous Cosme Ier de Médicis. Alors, l'époque qui nous concerne plus précisément correspond exactement à l'épanouissement de la famille de Médicis. Voilà pourquoi j'ai pensé très important de vous rapporter peut-être au moins l'identité des quatre premiers, des quatre plus grands. Le premier des Médicis à s'être véritablement imposé, être devenu ainsi gonfalonier de justice à vie. Il n'est encore que cela, il n'est donc au fond qu'un nommé du conseil. Il paye assez cher pour être nommé, mais enfin il est nommé quasi légalement par le conseil. Le premier, c'est donc Jean de Médicis. C'est encore le XIVe siècle, puisqu'il est né en 1360 et qu'il s'éteindra en 1428, après 21 ans de pouvoir suprême, en fait, sur Florence. Il léguera en fait et sa fortune et ses pouvoirs et ses prérogatives, et ce qu'il a su gratter dans la politique florentine à son fils, qui est un génie parfait,
c'est le fameux Cosme Ier, qu'on appelle, et vous le savez sans doute, Cosme l'Ancien, ou Cosme le Grand, ou Cosme le Père des Arts. Enfin, il a une quantité extraordinaire de surnoms. Et vraiment, c'est lui qui a marqué cette première moitié du XVe siècle d'une empreinte absolument indéfectible. C'est l'un des plus grands potentats, peut-être, que l'histoire de l'art ait jamais connu. Il est à comparer avec les Aménotis III de l'Égypte, les Périclès de la Grèce. Vous permettez que je n'entre pas dans trop de détails. Il est évident que je devrais aussi vous raconter qu'à un moment donné, on l'a chassé de Florence. Il s'est laissé chasser pour mieux revenir parce que indispensable, et ensuite pour mieux se venger, bien sûr. Et il a causé ainsi la disparition des Albizzi, faisant une telle peur à tous les autres qu'en fait, il est devenu quasiment tyran de Florence. Cosme Ier lèguera le pouvoir à son fils, le fameux Pietro de Médicis, qu'on appelle Pietro il Gottoso, le goutteux, car vous savez sans doute qu'atteint d'une maladie, il a souffert abominablement sa vie entière, ce qui l'a amené à n'être peut-être pas le plus formidable des Médicis. Et ça, c'est Laurent, le grand Laurent, Laurent le Magnifique, né en 1448 et régnant jusqu'en 1492. Donc on peut dire vraiment que le siècle d'or de Florence va de Cosme à Laurent, en devant bien quand même compter Pierre le Goutteux là-dedans, qui a au moins, disons, une raison de figurer là ce soir en tant qu'esthète. Il a épousé la plus belle femme de tous les temps, c'est la fameuse Lucrezia Tornabuoni, dont tous les peintres, notamment Ghirlandaio, ont immortalisé l'absolue splendeur. Pour que vous vous rendiez compte du tournant que les Médicis réussiront à imposer à Florence, j'aimerais vous rappeler que si Jean de Médicis est encore gonfalonier, si Cosme Ier, si grand soit-il, demeure gonfalonier aussi, il est tellement prudent qu'il refuse tous les titres et tous les honneurs, de façon en fait à distribuer ces titres et ces honneurs à ceux qu'on doit bien appeler ses clients. Justement, les Alberti, les Perutti et les autres, il leur donne autant d'honneurs qu'ils veulent, et il reste parfaitement propre là-dedans. Puis ensuite, il dirige comme il veut, la reconnaissance, vous savez, ça n'a pas de borne. Pierre, son fils, demeure gonfalonier, mais Laurent, lui, abandonne le titre de gonfalonier et il devient principe, prince de la République, à partir de 1472. Donc au fond, c'est Laurent qui va transformer cette Florence ataviquement républicaine en un État qui est quasiment un État, dynastiquement gouverné par des tyrans, mais au sens antique du terme. Ce qui permettra d'ailleurs à Laurent, qui n'est plus fonctionnaire, mais prince, de faire de sa descendance des choses pas mal, dont n'auraient pas rêvé son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Je veux dire que dans ce 15e et 16e siècle extrêmement marqué par l'atavisme des familles et la noblesse des familles, le titre de prince lui permet de rêver à quelques beaux débouchés pour la progéniture. Pierre II, son aîné, deviendra en fait son remplaçant. À la mort de Laurent, Pierre II deviendra à son tour prince de Florence. Il finira mal parce qu'il aura la maladresse de s'opposer au grand ténor de l'époque qui est Savonarola. C'est vous dire qu'il sera du coup, lui, le perdant et chassé de Florence, mais c'est une autre affaire. Le deuxième fils de Laurent s'appelle Julien, Julien II, et lui, on lui fera épouser en fait une princesse française, et il deviendra le fameux duc de Nemours. Et du coup, c'est une porte magnifique ouverte aux Médicis sur la cour de France. Quant au petit troisième, il s'appelle Giovanni comme tout le monde, et il deviendra pape sous le nom de Léon X. C'est que vraiment, ces Médicis, par une politique extraordinairement tortueuse, admettons-le bien, complexe, à volte-face, mais d'une intelligence et d'une rigueur formidable, ces Médicis réussiront à complètement changer, je dirais même à muter l'esprit d'une cité dont ils n'étaient jusqu'alors que des citoyens, ce qui est une chose absolument phénoménale. Et encore une fois, à la fin du règne des Médicis, ils pourront estimer compter parmi les têtes, entre guillemets, couronnées, les plus puissantes et les plus prospères d'Europe. Souvenez-vous qu'à peine un peu plus tard, un roi de France demandera une Médicis en mariage, ce qui ne sera pas sa meilleure idée, mais enfin, Catherine, c'est quand même posthumement, parce que c'est bien sûr après, combien, après Laurent, mais c'est quand même la consécration de l'absolue puissance de nos Médicis. Voilà. Fin du chapitre Médicis, fin du chapitre Histoire à Florence, mais maintenant, on ouvre l'autre tiroir que j'avais vaguement entrouvert, souvenez-vous, en vous disant, ces grandes familles, et les Médicis, bien entendu, à leur tête, vont abandonner les fameuses rivalités économico-industriello-politiques et bancaires pour rivaliser sur le plan des arts, souvenez-vous.
Ce qui fait que jamais, au temple de cette Florence du XVe siècle, jamais il n'y aura eu autant d'artistes, jamais il n'y aura eu autant d'architectes, de peintres, de sculpteurs, jamais autant de théoriciens, jamais autant de savants, jamais autant d'humanistes, jamais autant d'orfèvres. Ce sera véritablement le concert des arts. Tout le monde viendra et déferlera sur Florence. Et c'est ce qu'il nous faudra d'avoir dans les mêmes murs d'une même ville, à la même époque, une brochette de noms renversante: Brunelleschi, Ghiberti, Alberti, Donatello, Luca della Robbia, Fra Angelico, Masaccio, Masovino, Gozzoli, Ghirlandaio, Pierre de la Francesca et notre Uccello d'aujourd'hui. C'est incroyable de penser que dans cette petite Florence, tout le monde, littéralement tout le monde, sera présent. Et à côté d'eux, il y aura bien entendu aussi les humanistes, dont je vous parlerai un peu ce soir, mais surtout dont je vous parlerai la prochaine fois, ceux qui vont codifier l'histoire, codifier la langue, codifier la musique, codifier l'espace, codifier la perspective, codifier le savoir, ces Marcille Ficin, ces Pic de la Mirandole, ces anges policiens, tout cela vont travailler avec artistes et princes pour faire de Florence la ville la plus extraordinaire qui soit. Alors pour emblématiser un peu tout cela, le premier document, c'est un dessin que j'utilise vraiment comme un symbole, en l'occurrence. C'est signé de Francesco Di Giorgio, qui est, disons, un des élèves de la génération de Brunelleschi. Et c'est une des premières fois qu'on voit apparaître cette fameuse idée si fondamentalement renaissante que l'espace architectural doit être parfait. Pour être parfait, il doit répondre aux normes de l'homme, l'homme étant la créature la plus parfaite de Dieu. Autrement, c'est ce fameux anthropocentrisme qui va marquer toute la Renaissance et du même coup tous les temps modernes, apparaît dans cette Florence, entre les banquiers, les drapiers, les peintres, les sculpteurs, les architectes et les théoriciens. C'est, si vous voulez, de ce concert que naît un dessin aussi fabuleux que celui-ci, car il prépare exactement ce qui verra le jour au début du siècle suivant, le fameux dessin de Léonard de Vinci, que tout le monde connaît, l'homme dans son rond et son carré. Vous en avez au fond la préparation et l'élaboration ici. Et deuxième dessin que j'utilise vraiment comme entrée en matière dans ce monde des idées nouvelles, des connaissances nouvelles, toutes les recherches sur la perspective et l'espace, menées d'abord par Alberti, puis poursuivies par Brunelleschi, puis adoptées par des gens comme Ghiberti, Donatello, Uccello et tous les autres, ces idées-là sont florentines, tout à fait dans l'esprit de ces recherches infiniment complexes d'espace que des théoriciens mettent sur pied pour que des artistes les traduisent au compte des princes et de l'oligarchie patricienne. Donc vous voyez, ce fameux et merveilleux triangle, le théoricien, l'artiste et le prince, est en train de se créer. Donc au fond, toute la civilisation du mécénat, toute la civilisation de la Renaissance est en train maintenant de s'élaborer dans cette Florence de 1400 à 1450 à peu près. Ceci n'était jusqu'à présent qu'une, on peut dire, entrée en matière. Nous allons naturellement restreindre notre champ à Paolo Uccello, qui est l'un de ces personnages fabuleux qui, pour le compte des Médicis et de bien d'autres, avec l'aide de Marcille Ficin, Alberti et de bien d'autres, va créer en fait un art comme on n'en avait jusqu'alors jamais vu. Alors, quelques mots, si vous permettez, sur Paolo Uccello. Strictement florentin, il est né à Florence en 1397, donc à la fin du XIVe siècle, au fond, sous l'oligarchie patricienne du Conseil florentin, avec comme gonfalonier de justice un Médicis déjà, le premier de tous, c'est Jean de Médicis, Giovanni de Médicis, dont je vous ai parlé. Et Uccello mourra à Florence en 1475, c'est-à-dire âgé, vous voyez, ayant dépassé les 80 ans, sous Laurent le Magnifique. Donc vous avez une carrière, la carrière de Paolo Uccello, qui correspond exactement à l'avènement de la Grande Florence et à l'avènement de toute cette sorte d'Athènes nouvelle dont je vous parlais tout à l'heure, dont les Médicis sont les principaux opérateurs. Il est né sous le premier, il est mort sous le dernier des tout grands. En 1436, sous Cosme l'Ancien déjà, Uccello commence sa carrière. Jusqu'à 1436, il se prépare. En 1436, il est prêt et il reçoit sa première commande officielle. Cette commande concerne le monument fleuve de Florence, le monument qui ne cessera de pomper des artistes pour des vies entières, le monument qu'on ne cesse de reprendre pour qu'il soit vraiment le plus beau du monde. Ce monument, c'est Notre-Dame des Fleurs, ou si vous préférez, c'est le Dôme. Tout artiste, et ça il ne faut pas l'oublier parce que c'est assez étonnant,
Tout artiste qui veut réussir à Florence ne peut réussir que si, à un moment donné ou à un autre, il a occupé une paroi, une chapelle, une voûte, une verrière de Notre-Dame-des-Fleurs. C'est un peu, si vous le voulez, l'emblème même du génie et donc, fatalement, de la réussite. Donc, je vais vous montrer tout de suite et abruptement comme cela la première œuvre de Paolo Uccello. Parce que je crois qu'il faut la recevoir comme elle a été reçue par les Florentins, c'est-à-dire vraiment comme l'expression de quelque chose de complètement neuf et de complètement révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire de la peinture, entre guillemets, moderne, on voyait apparaître une peinture qui était en fait un trompe-l'œil de sculpture. Car vous voyez bien que la limitation de la palette à ce qu'on appelle à l'époque la terra verde, la terre verte, autrement dit ce gris verdâtre qui imite quelque chose entre la pierre et le bronze, mais en tout cas quelque chose de tridimensionnel, de palpable, cette terre verte a été utilisée par Uccello pour créer une sorte de grosse niche dans laquelle apparaît un prodigieux piédestal surmonté de l'une des premières statues équestres de l'histoire de la peinture depuis la Rome antique. Car n'oublions pas que depuis Marc Aurèle, ou à peu près, l'idée de cette semi-divinisation d'un personnage par le biais du cavalier, noble cavalier, c'était pour ainsi dire oublié à quelques petites exceptions près. Mais disons que là, alors vraiment, on renoue avec les phases de la grandeur des périodes gréco-romaines, indubitablement. Vous voyez que le monument est naturellement mis à l'emblème de son propriétaire, Giovanni Acuto, Johannes Acutus, si vous préférez ici, mais surtout, comme c'est la première œuvre d'Uccello, disons, publique, c'est naturellement signé, et vous devez lire ici, Paolo Uccelli Opus, écrit en, pour ainsi dire, aussi gros que le nom de Giovanni Acuto, par là même, et vous voyez que Uccello vit dans un Florence où le statut d'artiste déjà lui permet d'égaler les morts. C'est donc dire qu'il est déjà presque un immortel lui-même. L'artiste est en train de devenir ce demi-dieu dont le statut en fait culminera avec les Raphaël, Vinci et Michel-Ange de 2 générations plus tard. Alors, le monument est tellement beau que j'ai amené un détail, voilà, le détail qui est absolument extraordinaire, avec ce traitement très abrupt, comme vous remarquez, ces pans très coupés, ces pans très secs, qui justement imitent si bien, rendent si bien l'idée de sculpture, et surtout cette limitation de la palette à la terra verte, juste, comment dire ça, réchauffée par ce rouge pompéien de la stèle et du harnais. Mais pour le reste, nous sommes entre la statue et la peinture, n'est-ce pas, dans une espèce d'espace extrêmement ambigu. Et il faut savoir que ce monument va en fait faire des tas de petits. Je veux dire que véritablement, il va lancer l'idée de la statue équestre, et que bien sûr, Donatello fera la sienne. Donatello a connu ce Giovanni Acuto, vous imaginez bien, il a connu également Uccello, dont il était un familier, et bien ça nous vaudra le Gattamelata, notamment la fameuse statue de Padoue. Mais cela nous vaudra aussi une foule d'autres chevaliers, d'autres cavaliers, qui orneront la peinture, la tapisserie, l'enluminure et même l'orfèvrerie. Et juste pour que vous en ayez une petite, comme ça, avant vous, je vous ai amené cette page de garde d'un manuscrit, hélas anonyme, milanais, où le dédicataire du livre, le prince, est représenté à cheval, un peu comme Giovanni Acuto, et du même coup un peu comme Marc Aurèle. Ou encore mieux, ça va être encore plus près d'Uccello, cette page de garde d'un autre manuscrit napolitain, lui, où l'artiste, toujours anonyme, a également dédicacé son œuvre dans un espèce de faux semblant de marbre absolument merveilleux d'ailleurs, c'est du trompe-l'œil complètement, au fait de laquelle un même cavalier avec la même fierté que le Giovanni Acuto de tout à l'heure se présente. Quelques mots de plus sur le monument et sur le défunt, parce que c'est important. Ce Giovanni Acuto ne s'est jamais appelé Giovanni Acuto, il s'appelait John Folkwood, c'était un Anglais. C'était un de ces innombrables condottières, hommes de courage et de valeur, qui, moyennant finance, s'engageaient une année vers celui-ci et l'année suivante vers le contraire. Alors ce Sir John Folkwood avait beaucoup combattu pour Florence, qui le payait bien, et notamment remporté une victoire importantissime, c'est la fameuse victoire de Cassaina. La victoire de Cassaina était décisive. Contre les troupes de Florence se dressait une coalition des villes de Toscane. Si Florence remportait cette bataille-là, Florence pouvait faire admettre sa suprématie. Et c'est Folkwood qui a sauvé la bataille. Donc les Florentins, je dois dire, l'aiment bien. Cette bataille avait eu lieu en fait en 1364. Et 30 ans plus tard, en 1394, Acuto est mort et Florence a décidé de lui faire un monument. Alors là, c'est très mignon parce que très florentin. On va lui faire à
Sainte-Marie-des-Fleurs, au Dôme, une chapelle avec une statue équestre en marbre. On a réfléchi, ça coûte cher. Alors on a décidé qu'on fait comme une statue, mais peinte. Et donc, on a chargé un peintre que vous connaissez bien, qui est Agnolo Gaddi, qui a fait la première mouture, la première version de ce Giovanni Acuto, de ce John Hopwood en trompe-l'œil. Et la fresque s'est très rapidement dégradée, elle était sur un mur humide. Et quand, en fait, Uccello était en âge de peindre, ben, tout simplement, cette fresque, la fresque de Gaddi, était complètement en ruine. Et c'est peu flatteur, on lui dit, ben vous qui n'avez encore jamais rien fait, restaurez-nous ça. Donc vous voyez, c'est pas du tout qu'on ait reconnu son génie, on lui a donné une chance, mais rang de restaurateur, pas de peintre. Et, horreur, il a complètement badigeonné la peinture de Gaddi et l'exécuté, ce que vous voyez là, dans un esprit titanesque et dans un esprit sanctuaire qu'on n'avait alors jamais vu. Donc au fond, il a un petit peu doublé son mandat de façon à pouvoir faire admettre le génie qu'il était. Et du coup, alors, toute Florence, littéralement, a parlé de lui, et les membres du chapitre du Dôme, du coup, ne l'ont plus lâché. Ils ont continué à le faire travailler. Puisque M. Paolo Uccello avait si bien fait le monument à Giovanni Acuto, pourquoi ne pas lui faire le cadran de l'horloge? Je vous fais remarquer que ce n'est pas encore vraiment flatteur, un cadran d'horloge. C'est la deuxième œuvre de Paolo Uccello. Donc, juste au-dessus de la porte d'entrée, à l'intérieur du dôme de Florence, il y a une horloge, elle y est toujours d'ailleurs, et c'est Paolo Uccello qui a dessiné la magnifique et très classique monture en trompe-l'œil, dont la partie la plus belle, ce sont ces 4 têtes de saints. Peut-être les 4 évangélistes, on discute encore beaucoup sur l'iconographie, mais ces 4 têtes de saints dans lesquelles, vous voyez, Uccello montre encore, parce que c'est pour ça qu'on l'a connu et c'est pour ça qu'on l'a aimé, ce talent de trompe-l'œilliste qu'est le sien. Les saints apparaissent vraiment comme s'ils se penchaient à ces sortes de oculi. Voilà, celui de la gauche en haut, celui de la droite en haut, ce sont des figures où déjà toute l'intensité, le dramatisme si propre à Paolo Uccello, nous verrons cela dans les œuvres suivantes, se marque déjà. L'horloge est également un succès, alors de nouveau on ne le lâche pas, et on dit, si vous avez fait le monument à Acuto, si vous avez si bien fait la montre, alors faites-vous aussi les vitraux. Et voilà comment, dans le cœur de Sainte-Marie-des-Fleurs, juste en dessous de la coupole, 2 des grandes verrières en tondo, 2 des grandes verrières rondes, sont faites sur des cartons de Paolo Uccello. Une des verrières montre la nativité, vous l'avez vu sous les yeux, l'autre des verrières montre la résurrection. Donc, dans la série des histoires du Christ racontées en vitro tondo, en vitro rond, histoire qui a été divisée entre les grands artistes de Florence, Uccello a pris sa place, au fond il a officialisé sa place ainsi en exécutant ces 2 verrières, donc la nativité et la résurrection. Maintenant, nous allons quand même quitter Sainte-Marie-des-Fleurs, mais vous voyez, c'est là que, comme tout vrai Florentin, il a fait au fond ses toutes premières armes, et maintenant, nous allons l'aborder, si vous voulez, un peu plus dans le détail. Je pense en effet que, dans un premier temps, je voulais vous montrer ses débuts, parce que je voulais vous montrer le côté presque tonitruant de cette peinture nouvelle, de cet art nouveau, de cet espace nouveau qu'il a véritablement imposé. Maintenant, disons, on peut entrer un peu plus tranquillement dans la personnalité et dire quelques mots de ses origines et de sa vie, donc ce qu'on pourrait appeler une biographie. Il est né en 1397 à Florence. Il entre dans l'art à 7 ans. Nous savons, parce que les papiers ont été retrouvés, qu'en 1404, son père le donne à un sculpteur pour qu'il lui apprenne le métier. Ce sculpteur, c'est Ghiberti. Il avait 7 ans et il a reçu 2 demi-sequins pour avoir travaillé au nettoyage de la porte première du baptistère de Florence de Ghiberti. Ce que je trouve vraiment extraordinaire. Se dire que ce gosse de 7 ans a nettoyé des œuvres de Ghiberti pour leur donner, si vous voulez, leur patine et leur splendeur, il y avait de quoi vous promettre un destin exceptionnel, il faut bien le dire. Toujours est-il que c'est donc dans l'atelier de Ghiberti, qui faisait de la sculpture, de l'architecture, un peu de peinture et beaucoup de dessin, qu'il va apprendre au fond, comme tous les artistes de la Renaissance, cette polyvalence des arts. Polyvalence des arts qu'on lui a en tout cas inculqué très scientifiquement, puisqu'en 1424, il s'inscrit à la fameuse Compagnie des peintres de Saint-Luc, Compagnia dei Pittori di San Luca. San Luca, c'est le patron des peintres, la Compagnie de Saint-Luc, c'est la guilde des peintres, et en faire partie, c'est s'officialiser en tant qu'artiste. Et ce que nous savons, c'est qu'inscrit là, il ne s'est pas senti assez prêt pourtant pour accepter des commandes. Il avait encore le sentiment qu'il fallait apprendre. Et il s'est engagé
à Venise, où il a collaboré aux mosaïques de la façade extérieure de Saint-Marc. Donc, les mosaïques de la façade extérieure de Saint-Marc ont des petits bouts, cartonnés tout au moins, par Paolo Uccello. Petits bouts qui étaient parfaitement connus, identifiés, recensés, répertoriés, mais qui, hélas, ont disparu au début du XIXe siècle, quand toute la vieille et belle décoration renaissante a été enlevée au profit d'une espèce de néo-byzantinisme assez sinistre, mais sur lequel les guides passent comme basileuses sur mosaïque, si j'ose dire. Ensuite, il rentre à Florence, 1431, il est de retour à Florence, et alors là commence la série des grandes œuvres. La première œuvre qu'il a acceptée, c'est le Giovanni a Puto, suivi de l'horloge, suivi de la verrière. Puis ensuite, alors vraiment, il se sent à même d'être peintre. Et pour une des grandes églises de Florence aussi, Santa Maria Novella, il accepte la commande du cloître, le Chiostro Verde, où il exécute une série de peintures sur des épisodes de l'Ancien Testament, que je vous montrerai dans un instant, bien sûr. Ce Chiostro Verde sera beaucoup vu par les artistes de l'époque et beaucoup admiré, ce qui fait qu'alors les commandes vont se multiplier. Le dôme, enfin la ville de Prato, lui commandera pour son dôme une chapelle entière. Puis Padoue lui commandera un décor entier. Puis retour à Florence où San Miniato lui commandera un décor entier. Donc véritablement il commence à ce moment-là une carrière qui ressemble un peu à celle de Giotto, souvenez-vous, c'était Assise, Padoue, etc., Rome, Naples même. C'est exactement comme cela pour notre Uccello. Donc il navigue à travers les grandes cités de l'Italie, avec donc pour points principaux, je répète, Florence, Prato, Padoue et retour à Florence. Je vous dis tout de suite, vous aurez des grands coups de cœur et de terribles déceptions. Grand coup de cœur parce que c'est divinement beau, terrible déception parce que c'est en terriblement mauvais état. Les peintures de Uccello ont été célébrées avec tant d'enthousiasme par ses contemporains qu'on a légué cet enthousiasme en fait aux descendants. Et donc ils se sont crus obligés et sans cesse de restaurer, améliorer, amender. Et on a massacré Uccello du 15e au 20e siècle. À l'heure actuelle, il faut tellement défaire de restauration pour retrouver dessous Paolo Uccello que bien souvent c'est dans un état d'usure terrible qu'on parvient au trait original. Donc vous allez avoir une impression un peu estompée dans beaucoup de choses, mais c'est dû justement à trop de ferveur, de trop de siècles à son égard. Cette précision étant donnée, nous entrons de plein pied dans la première œuvre. C'est encore ce que j'appellerais un jeune artiste, et je rappelle qu'il a quand même plus de 35 ans, c'est le fameux mandat du Chiostro Verde. Alors, voilà ce qu'il reste du premier panneau, qui était la création de l'homme, la création de la femme et le péché originel. Alors, il nous reste au moins un bout, comme vous pouvez voir, du péché originel, avec l'une des premières représentations, entre guillemets, très prudentes, naturalistes, d'Adam et d'Ève. C'est-à-dire, pour l'une des premières fois, l'inflexion des corps qui rappelle un petit peu la peinture antique. De même d'ailleurs que beaucoup de critiques ont été frappées par la représentation de l'arbre, qui ressemble énormément à la façon qu'avaient les peintres de la Rome ancienne, de la Rome impériale, de représenter les arbres. Donc, il y avait chez Paolo Uccello, et il y aura toujours, et il ne veut pas qu'on l'oublie, une connaissance des arts du passé. Un peu plus loin dans le Chiostro Verde, parmi toutes ces grandes peintures en demi-lunettes qui racontent donc les épisodes de la Genèse et, je l'ai dit tout à l'heure, les épisodes de l'Ancien Testament, une partie est miraculeusement moins abîmée que les autres, c'est l'histoire de Noé, notamment donc la préparation de l'arche et le déluge que vous avez devant vous. Voilà un peu cette composition en fronton, toujours très à l'antique si vous voulez, qui vous montre bien notre Paolo Uccello est concerné par la culture de son temps. Des détails maintenant. Alors, ce sont des détails de cette fameuse construction de l'arche, avec une figure qui est absolument phénoménale au premier plan, c'est ce charpentier, un des fils de Noé, dit-on, qui est certainement une des premières œuvres à ce point, ou jusqu'à ce point, inspirée par l'héroïsme de la sculpture antique. Mais ce qui est surtout tellement frappant, c'est cette curieuse construction qu'on lui a mis autour du cou, qui ne sert strictement à rien, qui n'est référence à rien du tout qu'à la joie qu'avait Paolo Uccello de s'exercer, si j'ose dire, en même temps que de se compliquer le rendu de l'espace au maximum. Ces jeux de virtuosité gratuits s'appelaient à l'époque mazzocchio. Donc simplement, en accord avec les pères d'Alberti, en accord avec les jeux de Brunelleschi, Paolo Uccello a peint ici un de ces mazzocchio. Alors, ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'à présent dans cette fresque,
C'est essentiellement donc ce respect, en même temps que cette résurrection du passé. Il faut ajouter maintenant, alors ce qui est propre au génie de Uccello en plus, parce que c'est pas un archéologue dans son faux, c'est le dramatisme et le monumentalisme dont il est capable de faire preuve. Et je crois que ce Noé en train d'invoquer Dieu ici est une des figures justement les plus intenses qu'ait jamais peint Paolo Uccello. C'est une figure absolument extraordinaire, surtout d'ailleurs lorsqu'on en voit voilà, le buste et le visage. Il a vraiment une intensité terrible. Paolo Uccello est le premier peintre pour lequel ce très grand connaisseur et très grand critique qu'a été Vasari utilise le mot de terribilità, la fameuse terribilità. C'est intraduisible, mais j'entends peut-être le mot dramatisme, on n'est pas si loin de l'acception de terribilità. On en parle souvent à propos de Michel-Ange. Vasari en a parlé surtout à propos de Michel-Ange. La première fois qu'il l'utilise, c'est chez Paolo Uccello, et on le comprend. C'est vraiment cette figure de Noé, un exemple type de la terribilità dont le peintre est capable. D'une fresque presque entièrement disparue qui représentait l'ivresse de Noé, je vous ai amené deux autres visages. Un, pour vous montrer encore et vous rappeler encore la quête éperdue de classicisme de Paolo Uccello. Ce profil est un profil même pas romain, il est grec, tant en fait il se veut idéal. Et d'un autre côté, cette espèce de prospective dans l'expression, cette justesse dans l'expression, ce sens du portrait, ce sens du saisi qui est tellement particulier. En tout cas, soyez convaincus que quand le Chiostro Verde est flambant neuf, complet, visible et dans ses couleurs originales, toute Florence est venue le voir. Le Giovanni Acuto avait déjà été une sorte de formidable coup d'estime. Et avec le Chiostro Verde, véritablement, l'œuvre, enfin le personnage surtout, et son œuvre sont devenus un des centres, je peux dire, un des centres de la quête esthétique des Florentins. Deuxième chantier, maintenant, Prato. Je vous ai parlé du dôme de Prato. Prato était riche. Prato avait un dôme qu'il voulait moderniser et embellir. Ils ont donc donné, les gens de Prato, à Paolo Uccello, la chapelle de l'Assunta, pour raconter d'un côté l'histoire de la Vierge et de l'autre côté l'histoire de Saint-Étienne, patron de Prato. Alors, les peintures existent encore en partie, mais, et deuxième déception pour vous, j'en suis navré, elles ont l'air fraîches vues de loin, elles sont effroyables vues de près, parce qu'au début du XVIe siècle, un peintre qui est le maître de Pontormo a eu une telle passion pour Paolo Uccello qu'il a tout repeint par-dessus. Et donc, ces peintures de Paolo Uccello se sont complètement affadies et guimauvrées. La composition, je dirais, ces grandes figures très longues avec ces drapés comme ça, c'est Paolo Uccello. Ces jaunes et ces bleus chemises de nuit n'ont rien à faire avec la palette du maître. De même d'ailleurs que l'affadissement complet du modelé, la robe ici, et jusqu'à un certain point même l'affadissement du profil. Il reste quand même, disons, la silhouette et ce très très beau détail est le linge qui abrite, comme vous pouvez le voir, le premier repas de la mère de la Vierge. C'est donc la naissance de la Vierge que vous voyez. Le seul point d'une fresque complètement autographe, parce que ça n'a pas intéressé le restaurateur, ça lui paraissait secondaire, c'est au-dessus du lit de la couchée, cette très belle nature morte, où Uccello s'amuse à nous faire un des premiers trompe-l'œil de verre de l'histoire de la peinture italienne. Toujours pour la chapelle de Prato, je vous montre la présentation de la Vierge au temple. Nous sommes donc dans les histoires de la Vierge encore maintenant. La composition est nettement de Paolo Uccello, mais encore une fois, avec le terrible affadissement du XVIe siècle, tout de même, profil de donateur très uccellien, et aussi cette apparition entre deux des colonnes du Templion, d'une petite jeune fille portant l'écriture sacrée, les mains, la beauté des mains, le dessin du livre, et certainement également de Paolo Uccello. C'est encore une partie autographe. La moins abîmée, dit-on, la moins abîmée, la moins déuccellisée des peintures de Prato, ce serait de l'autre côté de la Sunta, de l'autre côté, enfin sur l'autre paroi, une des histoires de Saint-Étienne, en l'occurrence ici la dispute de Saint-Étienne, discussion entre le saint et le gouverneur de la ville, ou alors là, la monumentalité des figures doit vous rappeler un peu ce que nous avions vu. Mais quand on y regarde de près, ce visage est complètement pontormien avant la lettre, disons bien. Un visage presque autographe, celui du personnage de droite, avec ce grand turban rouge. Au plafond, vous retrouvez de ces têtes apparaissant dans les oculi, un peu comme il l'avait fait peu de temps auparavant pour l'horloge de Sainte-Marie-des-Fleurs,
tête de prophète, qui alors ont de nouveau cette forme d'intensité et d'étrangeté tellement particulière. Celle-là, tout particulièrement, je dirais. Bon, vraiment, le goût pour l'expression, le goût même pour l'expressionnisme, doit vous paraître tout de suite évident. D'autres cycles importants encore, nous avons vu donc Fausto Verde et l'Assunta de Prato, mais souvenez-vous que j'avais cité Padoue. Eh bien, Padoue, il ne reste rien, pas un trait de pinceau. Je vous ai dit, c'est une œuvre martyre, celle de Paolo Uccello. Et je vous avais cité aussi, souvenez-vous, Retour à Florence, San Miniato al Monte, il ne reste rien, San Miniato, que quelques vagues synopia dont on n'est même pas sûr qu'elles soient parfaitement originales. Donc, simplement, avouez que pour l'instant, vous commencez à vous demander ce que vous êtes venu faire ici ce soir. Je vous ai montré un tout petit peu d'Uccello, c'est vrai, au Fausto Verde, mais tellement passé à l'Ajax des siècles, et surtout à l'Ajax des maladresses successives, qu'on n'y voit presque plus rien. Je vous ai montré un peu de Prato, mais qui est tellement faussé par l'esprit maniériste que c'est à se demander vraiment s'il y a encore ça d'Uccello derrière. Je vous parle maintenant d'un Padoue dont il ne reste pas un trait de pinceau, et dans un miniature, il reste à peine un trait de crayon. Donc c'est vraiment dire que, pour l'instant, vous devez vous demander ce que vous êtes venu faire ici. Mais justement, c'est que maintenant, c'est le miracle. Tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent couvrait la période 1431 à 1456. C'était toute la période, disons, de la, entre guillemets, jeunesse en tant que peintre, tout au moins de Paolo Uccello. Nous arrivons maintenant en 1456 et le miracle va se produire. C'est-à-dire maintenant, ce que vous allez voir est original. Seulement, ce que vous allez voir, c'est les batailles, c'est une évidence, dans lesquelles on va se promener pendant un bon moment. Si j'avais commencé par les batailles, avouez que vous auriez été frustré. Je veux dire par là, il faut voir comment cet artiste y est arrivé, il faut voir comment il s'est posé le problème du mur, comment il l'a résolu. Même si on n'y voit presque plus rien, ce sont des étapes de formation qui sont très importantes, très importantes. Donc, il nous fallait aller de Florence à Prato, à Padoue et retour à Florence pour mieux comprendre. Puis surtout, ça va vous aider à comprendre comment, du haut de son Olympe, Cosme de Médicis, tout d'un coup, dit « Je veux Paolo Uccello demain matin dans mon bureau ». Parce que si Paolo Uccello commençait avec les batailles, commençait avec ce que vous allez découvrir, on se demanderait par quel prophétisme étrange Cosme l'aurait discerné parmi les autres. Mais justement, il y a eu toutes ces étapes, il y a eu tous ces chantiers, il y a eu toutes ces commandes, il y a eu tous ces cycles, même si l'histoire n'a pas voulu les conserver ou n'a pas pu les conserver, tout cela est très important. Ça a fait la fameuse rumeur qui, autour de Paolo Uccello, s'est créée et a permis à Cosme de le connaître. Donc, tous ces cycles fantomatiques pour arriver à Florence au printemps 1456. Cosme l'Ancien est maître de Florence, ô combien, et il décide d'embellir et de moderniser son palais. Son palais, vous le connaissez tous, il s'appelait à l'époque le palais Médicis, il s'appelle aujourd'hui palais Médicis-Riccardi, parce que les Médicis ont ensuite vendu aux Riccardi. Mais enfin, c'était cette fameuse grande bâtisse très sévère et très carrée du beau centre de Florence que vous connaissez. Cosme décide d'en faire une sorte de temple des arts, et notamment, il commande 3 tableaux représentant des batailles pour la grande chambre du rez-de-chaussée, dite chambre de Laurent. Autrement dit, Cosme a commandé les 3 batailles de Paolo Uccello, qui sont parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture mondiale, pour la chambre du petit aîné, c'est-à-dire pour la chambre de Laurent, qui, faites le calcul, avait 17 ans et un petit peu à cette époque-là. Donc, on lui a offert des batailles parce que c'était de son âge. C'est à peu près cela. Mais, s'il vous plaît, ne croyez plus les historiens d'art qui disent Florence s'est fait peindre cette victoire pour marquer sa splendeur et son patriotisme. C'est complètement faux. Les papiers sont absolument là, ils sont sûrs. C'est l'idée d'un père pour tremper le courage et l'âme de son fils. Cosme pour Laurent, et rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Alors, ces fameux 3 tableaux seront exécutés par Paolo Uccello, bien sûr. Ils seront installés dans l'alcôve de Laurent. Laurent n'y vivra pas très longtemps. Je vous rappelle qu'en fait, il quittera très rapidement le Palazzo Médicis pour s'installer dans le nouveau palais de Prato qui lui appartenait, puis ensuite dans celui de Pratolino, comme vous savez. Et donc, les 3 batailles resteront en place. Je vous donne rapidement les sujets à Londres. Version de Londres, c'est la première dans l'ordre stratégique. Nous voyons le chef de l'armée florentine, le fameux Niccolo da Tolentino, en train d'attaquer. Dans le 2e tableau, vous verrez
son aide, Micheletto da Cotignolo, donc c'est aussi un spadassin à la solde de Florence, en train d'attaquer les mêmes Siennois de flanc. Et au fond, il joue le rôle de renfort, si vous le voulez, et il casse le flanc des Siennois. Et dans le troisième, vous verrez le Siennois Bernardino della Sciarda, qui est donc le chef de l'armée siennoise, qui est désarçonné. Il tombe en armure de son cheval, il ne se relèvera pas, et il ne rentrera d'ailleurs jamais à Sienne, il sera égorgé sur le champ de bataille. Voilà. C'est pas tout à fait la bataille, ce que vous avez sous les yeux, c'est juste l'uccello d'entre les cycles presque disparus et le cycle des batailles. C'est une toute petite prédelle, mais une toute petite prédelle de rien du tout, qui a été signée par Uccello pour les Médicis comme une sorte d'engagement de contrat, si vous voulez. Je tenais en effet à vous montrer tout ou presque tout par Uccello. Et voilà. Alors maintenant on arrive dans les œuvres, vraiment les grandes œuvres. Ça n'a aucune commune mesure avec ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Aucune. Il est évident qu'il faut oublier Prato, il faut oublier même les restaillons du Chiosco Verde, et maintenant on peut rendre justice à Uccello. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous, ça n'est pas la faute d'Uccello, c'est pas qu'il devienne génial tout d'un coup. C'est tout simplement que ces œuvres-là, même abîmées, sont beaucoup moins abîmées que ce que nous avons vu précédemment. Donc vous entrez dans quelque chose de plus véritablement autonome. Première des batailles, la bataille qui est aujourd'hui à Londres, c'est donc Niccolo da Tolentino et les troupes de Florence attaquant le front des Siennois. Nicolas da Tolentino occupe donc le premier cheval, ce cheval fantomatique du beau milieu, avec lui-même sur la tête une espèce de turban qui est au fond une sorte de mazzocchio. Il est suivi par les chevaliers de Florence, traités un peu comme des sortes d'insectes, parce qu'il y a vraiment ce côté infrangible comme l'insecte dans ce front de chevalier, que quelqu'un de presque aussi génial que Paolo Uccello a rendu de la même façon, c'est le cinéaste Eisenstein dans Alexandre Nevsky. Ces fameuses charges de chevaliers teutoniques ont à la fois le même côté anonyme et donc monstrueux que les chevaliers florentins de la bataille de Londres. D'autant plus d'ailleurs, j'espère que vous avez noté le détail, que juste derrière Niccolo Tolentino se tient son page, lui complètement à découvert. Alors la fragilité de cet adolescent au milieu de toute la ferraille inexpugnable des chevaliers fait un effet dramatique tout à fait étourdissant. Détail de plus en plus près, voilà encore mieux que vous l'avez vu tout à l'heure, le cheval et le personnage, et j'aimerais que vous remarquiez qu'ils ont exactement la même expression. Pour que vous voyez mieux aussi ce côté construit de la machine de guerre des chevaliers, voilà donc ces grandes armures ici, et vous remarquerez que l'anonymat de ces armures a été levé ou exorcisé par Paolo Uccello, par le jeu de lance qui est absolument fabuleux ici. Vous vous souvenez qu'il y a un splendide tableau de Velázquez qui s'appelle Les Lances. Quand on sait que Velázquez est allé à Florence, quand on sait qu'il a vu la bataille de Paolo Uccello, alors on peut comprendre d'où lui vient l'idée d'avoir rythmé toute une grande composition historique des lances. Au fond, il a repris l'idée de Paolo Uccello. Voilà la partie de droite, le premier chevalier de Florence attaquant le premier chevalier de Sienne, et de nouveau vous découvrez là l'un de ces chevaux fabuleux, mais regardez bien, peint complètement en arête vive, comme si c'était des chevaux de manège. On a véritablement l'impression de chevaux automates, si j'ose dire. Il n'y a aucune recherche de naturalisme, mais au contraire un espèce de détachement épique que je trouve absolument merveilleux. C'est un combat qui n'en est pas un, c'est une parade plutôt, c'est une parade épique, une parade de mort. Le cosmos bascule, mais avec une polyphonie d'une telle élégance et en même temps d'une telle sophistication qu'elle évoque tout, mais surtout pas le sang versé. On se bat, mais on se bat presque pour la perspective, si j'ose dire. Et c'est peut-être pour cela que c'est tellement insolite et tellement curieux. Ce front de lutte se développe sur un paysage qui est hallucinant, parce qu'au fond, le premier plan est séparé de l'arrière-plan par un buisson de roses. C'est d'ailleurs d'une beauté, d'une fragilité extraordinaire et merveilleux, comme un portant de décor, et il ouvre sur l'arrière, où alors là, vous voyez la Valta et les fantassins en train de courir, et bien entendu de s'enfuir déjà. Voilà puis encore d'un peu plus près ces fameux fantassins, notamment celui qui est en train ici de réarmer son arquebuse. Et dans la bataille de Londres, c'est le dernier détail que je vous montre, en se promenant entre les chevaliers, le bosquet de roses et les fantassins, c'est le petit soldat mort au premier plan. C'est la première victime, c'est le premier mort. Et je vous le montre, d'abord parce qu'il est superbe, mais deuxièmement parce qu'il est l'objet d'un des plus jolis mots d'esprit d'un historien d'art anglais qui est Sir Kenneth Clark,
qui a dit au premier plan, on voit le premier soldat tomber pour la gloire de la perspective. Parce que c'est la première fois qu'on voit dans un raccourci aussi extraordinaire une figure humaine. 50 ans avant le Christ mort d'Andrea Mantegna, qui est aussi une vision perspectivale absolument hallucinante. Donc vraiment, il faut apprécier dans l'œuvre que vous venez de voir aussi bien le côté épique qu'encore une fois, l'insolite de cette guerre qui n'en est pas une, tant l'artiste a su la transmuter et en faire encore une fois une sorte de somptueuse parade, mais en même temps, bien sûr, l'intérêt et la passion de cet artiste pour les recherches les plus avancées, notamment en matière de perspective, et vous en avez là un des plus beaux exemples qui soit. Et maintenant, deuxième volet, voilà la bataille de Florence, c'est donc le moment où Michelotto est en train d'intervenir et il désarçonne Bernardino della Sciarra, qui est notre personnage central ici, avec de nouveau un cheval fantôme qui est absolument extraordinaire. Chaque bataille a son accent, je dirais. L'accent de la bataille de Londres, c'était essentiellement le côté épique du récit, avec ce Niccolo da Tolentino du premier plan. Ici, je dirais que dans la mêlée, il y a quelque chose qui donne plus d'importance au cheval. Tout le roulement, je dirais, le grondement de la bataille est donné par les courbes des chevaux. Ça, c'est la partie de gauche, c'est donc le Michelotto qui est en train de baisser sa lance, puisqu'au fond, l'œuvre est faite. Mais de nouveau, regardez, c'est vraiment aux chevaux, à ces chevaux invraisemblables, qui sont blancs, qui sont rouges, qui sont verts, même pour certains, couleurs d'une audace formidable. C'est aux chevaux que Uccello donne ici vraiment toute l'épique du récit. À la partie de gauche, je voulais faire correspondre la partie droite ici, avec cette fameuse ruade, qui est tout ce que vous voulez, mais surtout pas naturaliste, vous admettrez. Les roses sont toujours là, on en voit moins, mais les roses sont toujours là. Et cette fois-ci, il y a peut-être peu de fuyards à l'arrière-plan, mais par contre, beaucoup de lapins qui fichent le camp. Alors voilà, vu de plus près, la puissance de ces chevaux, qui sont aussi transposés que les fameux chevaux chinois des temples. Il y a les mêmes dilatations de poitrail, les mêmes amenuisements de pattes, mais pour donner cette impression vraiment de galop, comme si toute la composition était littéralement prise de galop. Et les chevaux finissent par avoir des expressions dont je dirais qu'elles sont presque humaines. On ne voit aucun chevalier dans cette version, quasiment aucun visage. Et par contre, alors, aux chevaux est donnée cette espèce de mission, en fait, de porter l'idée de vie ou l'idée de mort. Le cheval à l'agonie, le cheval gris bleu, le premier plan que vous découvrez maintenant, a dans le regard ce côté vraiment de mourant, qui est étonnant et que n'a aucun personnage de la bataille de Florence. Car on ne voit pas de visage, il n'y a pas de visage à découvert, ou pour ainsi dire pas. Alors donc, vous avez remarqué, le tout est articulé par la grande figure de Bernardino della Sciarra, avec ce cheval, bien sûr, en train de se cabrer. Uccello a immensément allongé pour lui donner un air encore plus fatigué. J'entends la chute devient véritablement une chute cosmique par la puissance qui est donnée au cheval, et donc, du coup, par la faiblesse qui est donnée à cet homme en armure, qui est en train de tomber, de vaciller, en tout cas, sur le dos même de son cheval. Et nous arrivons maintenant à la troisième version, Paris. C'est la version qui met en scène donc Micheletto, le fameux renfort de Tolentino, c'est-à-dire au fond l'armée qui appuie au fond les attaquants. Et cette version, la version de Paris, est considérée par les historiens d'art d'une part, mais surtout les spécialistes et les restaurateurs d'autre part, comme la mieux conservée des trois. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une espèce de curieux chatoiement métallique? Alors, ce chatoiement métallique est bien sûr voulu. En l'examinant de près, vous verrez, et pas doute, vous verrez que Uccello a collé sur sa peinture des feuilles d'argent. Et examen fait par les spécialistes, dans les trois versions, les armures étaient enrichies de feuilles d'argent, mais que Uccello ensuite brunissait. Je veux dire par là qu'il étouffait le trop grand éclat de l'argent, mais juste le laissait apparaître pour que, dans la semi-pénombre des appartements tels qu'ils étaient pratiqués à la Renaissance, on sente vraiment l'éclat des armes et l'éclat des armures. Eh bien, la seule version qui a gardé ce chatoiement du métal, c'est la version de Paris. Et la meilleure partie, si j'ose dire, c'est la partie de Michelotto, donc le personnage central que vous avez ici. Et du coup, vous admettrez, ça donne encore un côté presque héroïque du personnage qui est étourdissant. Alors, si la première des versions était surtout, je dirais, dictée par l'esprit de dynamisme du mouvement, si la deuxième version était dictée surtout par le dynamisme des chevaux, et cette espèce de mouvement tournant et galopant, la troisième version, celle de Paris, a pour emblème principal le mouvement des lances, indubitablement. Plus que dans les deux autres, ici c'est le rythme des lances qui a passionné Uccello, regardez,
ces lances qui, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'angle de gauche, s'inclinent de plus en plus, comme si vraiment cette troupe allait se charger. Il y a comme une décomposition de mouvement, je dirais, qui amène à la charge même. Avec un turban qui rappelle beaucoup celui de Nicola Micheletti, voilà le Michelotto en question, un visage superbement classique. Autant lui a l'air classique et invalide, autant j'aimerais que vous remarquiez qu'il donne à son cheval alors toute la force de sa colère. Le cheval est une des figures les plus inoubliables de chevaux qu'on puisse imaginer. Absolument terrible d'ailleurs. Voilà ici la fameuse charge des chevaliers de Troie, donc ceux qui véritablement inclinent leur armure comme pour se précipiter sur la version de Florence. C'est un peu ça, ces trois compositions forment une sorte de grande pousse, pourrait-on dire. Voilà, alors donc ici, cette cambrure des taux pour mieux soutenir le jeu des lances. Voilà ici tout le groupe des serrés des chevaliers de Troie, dont on devine les yeux à travers en fait, les visières à demi baissées, et du coup, de nouveau, des magnifiques têtes de chevaux qui, au fond, se substituent pour rendre l'impression de détermination et de courage. Voilà, tout encore plus près. Et de nouveau, là, vous pouvez remarquer le petit reflet de l'argent. Et ce qui me paraissait encore plus important, donc, voilà les casques et les lances, dont je vous ai dit qu'ils étaient indubitablement l'élément rythmique, en même temps, je dirais, que l'élément dramatique de cette composition. La sécheresse même des lances est compensée par ces bannières flottantes et claquantes que Uccello a peintes et qui sont au fond les seuls accents de couleur, on peut dire, débridés que Uccello se soit permis dans ses compositions. Et juste la dernière chose que je voulais vous montrer, parce qu'elle est complètement insolite, on voit toujours des têtes de chevaux, on voit toujours des casques, on voit toujours des lances, d'accord, mais les pieds, on les voit rarement. Ça rappelle, là encore, je vais vous faire redresser les cheveux sur la tête, mais le nu descendant un escalier du chant. C'est-à-dire vraiment cette décomposition complète d'une jambe qui devient multiple donne l'impression de la marche en avant, ou accuse cette impression de marche en avant, procédé d'une modernité absolument étourdissante. Donc je pense que vous pouvez comprendre à quel point les trois batailles de Paolo Uccello ont marqué en fait l'art de leur temps. Cosme l'Ancien a été parfaitement conscient d'avoir payé un chef-d'œuvre et d'avoir obtenu un chef-d'œuvre. Il a donc parlé, et infiniment parlé, de Paolo Uccello. Et ce Paolo Uccello qui, à l'âge des batailles, a déjà plus de 60 ans, c'est donc un très vieux monsieur déjà, et pas en très bonne santé, va recevoir des commandes de plus en plus flatteuses. Et il en acceptera encore une, ce qui est quand même assez fou. Cet homme de plus de 60 ans, qui est glorieux, qui est riche, qui s'est acheté des maisons, il n'est pas florentin pour rien, il a très bien placé son argent, eh bien, il reprendra la route une fois encore, parce que la lettre qui lui demande de venir est tellement pleine de ferveur et de respect, qu'il ne peut pas l'ignorer. Cette lettre est signée par Frédéric de Montefeld, et quand on sait que Frédéric de Montefeld, c'était un homme qui était né avec un casque sur la tête, mais qui aimait les arts, il était duc d'Urbain, duc d'Urbino, vous savez sans doute, eh bien, Uccello a décidé de se rendre à l'invitation de Frédéric de Montefeld. Cette œuvre, c'était de faire pour l'église du Corpus Domini de Urbino le tableau d'autel. Et puis quand il a vu les panneaux qu'on lui avait préparés, il a pris peur. Et il a dit non, je suis trop vieux. Le panneau d'autel, faites-le faire par votre flamande. Moi, je ferai la d'elle. Et c'est ainsi qu'est née une œuvre qui est au fond monstrueuse, un tableau d'autel superbe signé par Juste de Gand, un des plus grands flamands qui soit, avec une prédelle de Paolo Uccello. Un tout jeune peintre et un très vieux peintre, un flamand et un italien ont cohabité dans l'église du Corpus Domini. C'est une œuvre absolument extraordinaire parce que, croyez-moi, avoir un haut flamand et un bas italien, c'est déjà incroyable, mais avoir un Juste de Gand et un Uccello, ça l'est encore plus. Alors, je vais vous montrer cette prédelle parce que c'est émouvant de se dire que c'est la dernière œuvre de Paolo Uccello. Alors, c'est une série de 6 panneaux. Le sujet est dicté, hein. C'est pas une invention de Paolo Uccello. Nous sommes à Urbino, dans une société très légitimiste, très pieuse, très pratiquante, prête à n'importe quel moment à aller casser du Turc ou à aller libérer Jérusalem. Frédéric de Montefeld rêve de croisade, c'est plus le moment, mais il en rêve quand même. Alors, pour lui, le sujet qui s'imposait, c'était l'histoire de l'hostie profanée. C'est d'ailleurs pas très joli comme prétexte, je vous dis tout de suite. À Urbino, il y avait une communauté juive importante. Frédéric de Montefeld en avait besoin, parce que son économie en avait besoin, mais il les haïssait. Donc il fallait trouver un sujet qui les flétrisse, mais sans quand même que ce soit trop grave. Alors,
Frédéric de Montesquieu a retrouvé un vieux mystère du XIIIe siècle qui raconte que une dame ayant besoin d'argent est allée chez son prêteur avec son pauvre manteau, prêteur juif bien sûr. Elle est allée voler une hostie, elle a amené l'hostie à l'usurier. L'usurier a percé l'hostie avec un couteau, l'hostie s'est mise à saigner, etc., etc. Le reste, on va suivre sur place. Mais simplement, je voulais vous montrer le prétexte peu élégamment politique, je dirais, de cette commande, et ça nous donne pourtant une œuvre d'art qui est merveilleuse. Et quand on sait que c'était un mystère que les Montefeld faisaient montrer sur le parvis de leur église, on goûte mieux Uccello. Ça sent tellement de théâtre. Vous sentez ça? C'est conçu comme une scène de théâtre, c'est joué comme une pièce de théâtre, avec à la fois cette contenance et ce hiérarchisme si propre à l'époque. Première scène, donc, la femme essaye d'engager son manteau, elle n'y a pas pu, on lui a demandé l'hostie, elle l'amène, et puis dans cet espace scénique à diagonale complètement convergente, vous remarquerez que le plafond, la porte, tout nous fait converger dans l'objet que tient la femme. C'est cette fameuse hostie consacrée que le personnage veut profaner. Et c'est ce qu'il fait bel et bien. Vous remarquerez qu'ici, il est entouré de sa famille. Je ne veux pas faire de mauvaise plaisanterie, mais c'est tellement mignon. Pour Uccello, représenter une famille juive posait quelques problèmes, parce qu'il fallait vraiment que ça soit affreux, évidemment, sinon il n'y a pas de prédette. Hein. Alors vous voyez, il les a tous dépeignés. C'est absolument extraordinaire. Très très amusant. Toujours est-il donc, lui a frappé l'hostie avec son couteau, elle s'est mise à saigner, ensuite il l'a même mis dans sa lèche-frite, mais toujours est-il le sang coule, passe sous la porte, et voilà la garde qui vient voir quel crime a été commis, bien sûr. Et là, de nouveau, c'est ça qui me paraît important, voyez combien c'est théâtral. Même, j'entends, l'espace de la porte ouvert correspond tout à fait aux convenances des décors de cette époque-là. Troisième épisode, bien sûr, l'hostie est ramenée à l'église, vous pouvez bien penser, en pompe, elle y est encore aujourd'hui. Or, grande représentation de pompe ecclésiastique, où j'ai un tout petit peu l'impression, d'ailleurs, qu'Uccello s'est beaucoup abusé, parce qu'il y a un côté peintable chez tous ces personnages. Alors, naturellement, il faut voir ce qui se passe après, ce sera rapidement fait. On prend la dame, ça c'est une évidence, tout de même. On la pend. Un ange vient tout de suite s'en occuper, si vous remarquez, parce que c'est une bonne chrétienne, bien sûr. Alors, la beauté, c'est bien sur le groupe de gauche, où vraiment il y a une réminiscence des batailles dans les chevaux, très très belle, très poétique en même temps. Quand on a pendu la dame, on s'occupe naturellement du monsieur, et lui et sa famille, pour faire bon foi bonne mesure, sont brûlés. Et là, bien entendu, il n'y a pas d'ange, comme vous pouvez bien penser. Et juste une allusion finale dans le dernier morceau, la dépouille de la dame a été ramenée dans l'église, et voyez bien que son âme fait l'objet de combats entre des anges à sa tête et des diables à son chevet. Et là, de nouveau, dans un paysage absolument merveilleux, comme Uccello en a déjà peint dans ses batailles, des paysages fantastiques au sens le plus propre du terme. Donc vraiment, ce qu'il y a de merveilleux, je trouve, dans cette prédelle, c'est encore une fois la fraîcheur, l'originalité, l'inventivité de cette mise en scène, qui est merveilleuse, surtout quand on pense que Uccello sortait de grandes représentations épiques des trois batailles et retrouvait tout d'un coup cette spontanéité, je dirais presque même cette naïveté du récit, me paraît merveilleux. Puis, ayant accompli donc cette prédelle, notre Paolo Uccello rentre à Florence, il lui reste 1 année et demie à vivre, il a, dit-on, beaucoup de peine à voir, il a, dit son fils, beaucoup de peine à peindre, et néanmoins, il accepte une ultime commande que vous avez sous les yeux, qui est peut-être une des œuvres. Là encore, je reprends l'adjectif fantastique, mais s'il vous plaît, au sens le plus pur du terme, le plus strict du terme, c'est-à-dire vraiment au-delà de la réalité. Il représente donc une des scènes les plus fantastiques qui soit, c'est cette chasse dans la nuit, qui est complètement folle, puisqu'en fait, vous remarquerez, tous les chasseurs ont au moins la lampe dramatique des guerriers des batailles, mais tout cela se perd complètement dans les ténèbres de cette forêt, qui est une véritable cathédrale gothique d'ailleurs, où les animaux sont en train de disparaître. Donc ça devient une espèce de chasse fantôme étourdissante. Alors, voilà donc l'ensemble, et j'ai amené un détail pour que vous voyez l'élégance de miniaturiste, en même temps que l'élégance de cartonnier, de tapisserie, parce que vraiment là, on pense miniature, on pense tapisserie, on pense Moyen-Âge, mais dans un espace merveilleusement renaissant, dans cette représentation de chiens, surtout ces lévriers, et donc de cerfs et de biches, certainement une des œuvres
modeste de taille, je veux bien, mais quand même une des œuvres qui va le plus loin dans cette dimension du rêve, dans cette dimension de l'onirisme dont était capable Paolo Uccello. Vous avez en tout cas vu maintenant tous les grands jalons de la vie de Paolo Uccello. Les grands contrats du début, Santa Maria Novella, Prato par exemple, Padoue encore, puis vous avez vu les grandes œuvres de Chevalet, les Trois Batailles, La Prédelle et La Chasse, presque tout vu, mais vous avez quand même été gentil et m'accorder 3 minutes pour avoir tout vu. J'ai en effet ajouté 2 œuvres qui sont antérieures maintenant, mais pas assez, si j'ose dire, importantes pour que je les ai montrées dans cette grande continuité de l'œuvre. Ce sont 2 fragments de Prédelle également, pour des politiques démembrées depuis bien longtemps, et si radicalement démembrées qu'on ne sait même pas à quoi et pourquoi ils étaient destinés. 2 donc fragments de Prédelle. Ceci date de 1434, nous sommes donc à peu près à l'époque où Paolo Uccello quittait Florence pour Prato, donc vraiment il est au fait, disons, de ses moyens, et il reste un panneau d'une Prédelle de vie représentant la bataille de Saint-Georges et du Dragon, en face d'une princesse de Trévison qui est absolument sublime. Elle rappelle un petit peu d'ailleurs celle de Pisanello, si vous le voulez, par l'élégance et le hiératisme qui est le sien. Mais ce qui est totalement novateur dans cette œuvre-là, c'est la géométrie des champs labourés que vous avez là. C'est une de ces visions en perspective dont Paolo Uccello, nous le savons, était friand, mais auquel il se laissait rarement aller. Toujours son espace est beaucoup plus réélaboré que cela. Là, il y a un tout petit côté un peu appliqué qui, naturellement, est autorisé par le dynamisme du premier plan et les roulables, surtout, de cet étrange dragon. J'ai déjà vu beaucoup de dragons, mais alors rarement réduit à cette curieuse chose. Sur le même sujet, autre fragment de Prédelle, et je pense que vous remarquerez à quel point, au fond, Uccello réinvente le mythe, pourrait-on dire. Ici, tout l'accent est mis sur des lignes vraiment dramatiques, tordues comme l'agonie du dragon. Ça commence avec la robe de la princesse, ça suit ici avec l'échine et les ailes du dragon, et naturellement ça s'achève par le raccourci saisissant du Saint-Georges. Vous vous souvenez, dans une des batailles, j'ai essayé de vous montrer à quel point le cheval rythmait son galop. Et bien de nouveau, regardez, un temps là, un temps là, un temps là, un temps là. Au fond, véritablement, le cheval, par cette suite d'arcs que porte sa tête, son encolure, son dos et sa queue, donne ce sentiment d'ilextanie, de force, en même temps que de puissance, bien sûr. Avec ça, vous avez tout vu, mais pour que vous ayez tout vu, je me suis encore permis de vous apporter 2 portraits. Ce sont les seuls portraits sûrs que nous ayons de Paolo Uccello dans cette longue carrière qui a été la sienne. Le portrait était très à la mode, on en demandait à tous les artistes, pensez à Ghirlandaio notamment. Alors, il y a aussi ce Paolo Uccello, vous savez là, extraordinaire, justement par le côté médaille de ce profil. Sans trop m'engager, je peux vous dire, le plus beau portrait de Paolo Uccello. Regardez l'intelligence, la concision, en même temps, si j'ose dire, que la tendresse adolescente, si vous le voulez, de la représentation des traits du visage. Et après avoir vu tant de Uccello épique, je trouve que c'est un magnifique complément de se dire qu'il a pu aller si loin dans la recherche, en fait, d'une architecture jeune encore de visage, et surtout dans une expression si jeune encore aussi. Tout à l'heure, et vraiment, la cité devient l'une des plus prospères que l'on puisse imaginer. Du coup donc, Florence peut s'agrandir, non pas tellement dans les murs de la cité, il reste à peu près ce qu'ils sont, mais le territoire de la cité, le territoire de Florence, ville après ville, province après province, quand on peut se payer des condottieri, on fait tomber toutes les oppositions, et ainsi lentement, on peut dire que la Toscane, au grand complet, devient florentine au cours du XVe siècle. C'est ainsi que lentement tombera Sienne. Mais c'est ainsi qu'un peu plus tard donc tombera Pise, qui deviendra également territoire de Florence, et plus important encore, Livourne, qui permettra enfin aux Florentins d'avoir un port, et donc de s'ouvrir à un commerce encore plus juteux. Donc, richesse, prospérité, gestion exemplaire, sans pitié, j'admets, et évidemment ambition territoriale parfaitement consentie font vraiment de Florence le phare de l'Italie et certainement un des plus grands phares de l'Europe. Le seul talon d'Achille de cette merveilleuse politique florentine, c'est les Florentins. Je veux dire par là que dans ces familles, il y a de telles rivalités, il y a de telles haines, il y a de tels coups tordus,
que littéralement et sans cesse, la magnifique politique d'expansion, en fait, est une politique boiteuse, ou demeure une politique boiteuse, parce qu'il suffit qu'un Alberti veuille faire ceci pour qu'un Albizzi fasse le contraire. Il suffira qu'un Médicis ait une idée pour qu'un Tornabuoni immédiatement ait l'idée contraire. Et le seul talon d'Achille, je le dis bien, c'est cette fameuse rivalité. Et avec beaucoup de sagesse à la Renaissance, ces princes, car on peut les appeler tels, vont découvrir qu'à rivaliser à coup de splendeur, et donc à coup de contrat fait aux artistes, on perd moins d'argent qu'en rivalisant sur le plan de la politique ou de l'économie. Donc Florence va profiter pour devenir une espèce de nouvelle Athènes, c'est d'ailleurs ainsi qu'on l'appellera, sous Cosme Ier de Médicis. Alors, l'époque qui nous concerne plus précisément correspond exactement à l'épanouissement de la famille de Médicis. Voilà pourquoi j'ai pensé très important de vous rapporter peut-être au moins l'identité des quatre premiers, des quatre plus grands. Le premier des Médicis a été véritablement imposé, être devenu ainsi gonfalonier de justice à vie. Il n'est encore que cela, il n'est donc au fond qu'un nommé du conseil. Il paye assez cher pour être nommé, mais enfin il est nommé quasi légalement par le conseil. Le premier, c'est donc Jean de Médicis. C'est encore le XIVe siècle, puisqu'il est né en 1360 et qu'il s'éteindra en 1428, après 21 ans de pouvoir suprême, en fait, sur Florence. Il lèguera en fait et sa fortune et ses pouvoirs et ses prérogatives, et ce qu'il a su gratter dans la politique florentine à son fils, qui est un génie parfait, c'est le fameux Cosme Ier, qu'on appelle, et vous le savez sans doute, Cosme l'Ancien, ou Cosme le Grand, ou Cosme le Père des Arts. Enfin, il a une quantité extraordinaire de surnoms. Et vraiment, c'est lui, dont on est en train de tomber, de vaciller en tout cas, sur le dos même de son chemin. Et nous arrivons maintenant à la troisième version, Paris. C'est la version qui met en scène donc Micheletto, le fameux renfort de Tolentino, c'est-à-dire au fond l'armée qui appuie au fond les attaquants. Et cette version, la version de Paris, est considérée par les historiens d'art d'une part, mais surtout les spécialistes et les restaurateurs d'autre part, comme la mieux conservée des trois. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une espèce de curieux chatoiement métallique? Alors, ce chatoiement métallique est bien sûr voulu. En l'examinant de près, vous verrez, et pas partout, vous verrez que Uccello a collé sur sa peinture des feuilles d'argent. Et examen fait par les spécialistes, dans les trois versions, les armures étaient enrichies de feuilles d'argent, mais que Uccello ensuite brunissait. Je veux dire par là qu'il étouffait le trop grand éclat de l'argent, mais juste le laissait apparaître pour que, dans la semi-pénombre des appartements tels qu'ils étaient pratiqués à la Renaissance, on sente vraiment l'éclat des armes et l'éclat des armures. Eh bien, la seule version qui a gardé ce chatoiement du métal, c'est la version de Paris. Et la meilleure partie, si j'ose dire, c'est la partie de Michelotto, donc le personnage central que vous avez ici. Et du coup, vous admettrez, ça donne encore un côté presque héroïque du personnage qui est étourdissant. Alors, si la première des versions était surtout, je dirais, dictée par l'esprit de dynamisme du mouvement, si la deuxième version était dictée surtout par le dynamisme des chevaux, et cette espèce de mouvement tournant et galopant, la troisième version, celle de Paris, a pour emblème principal le mouvement des lances, indubitablement. Plus que dans les deux autres, ici c'est le rythme des lances qui a passionné Uccello. Regardez, ces lances qui, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'angle de gauche, s'inclinent de plus en plus, comme si vraiment cette troupe allait se charger. Il y a comme une décomposition de mouvement, je dirais, qui amène à la charge même. Avec un turban qui rappelle beaucoup celui de Nicola Tolentino, voilà le Michelotto en question, un visage superbement classique. Autant lui a l'air classique et invalide, autant j'aimerais que vous remarquiez qu'il donne à son cheval alors toute sa force de sa colère. Le cheval est une des figures les plus inoubliables de chevaux qu'on puisse imaginer. Absolument terrible d'ailleurs. Voilà ici la fameuse charge des chevaliers de Troie, donc ceux qui véritablement inclinent leur armure comme pour se précipiter sur la version de Florence. C'est un peu ça, ces trois compositions forment une sorte de grande pouce, pourrait-on dire. Voilà, alors donc ici, cette cambrure des taux pour mieux soutenir le jeu des lances. Voilà ici tout le groupe des serrés des chevaliers de Troie, dont on devine les yeux à travers en fait les visières à demi baissées, et du coup de nouveau des magnifiques têtes de chevaux qui au fond se suent fameuse brigade, qui est tout ce que vous voulez, mais surtout pas naturaliste, vous admettrez. Les roses sont toujours là, on en voit moins, mais les roses sont toujours là. Et cette fois-ci, il y a peut-être peu de fuyards à l'arrière-plan,
mais par contre, beaucoup de lapins qui fichent le camp. Alors voilà, vu de plus près la puissance de ces chevaux, qui sont aussi transposés que les fameux chevaux chinois de l'époque des Tang. Il y a les mêmes dilatations de poitrail, les mêmes amenuisements de pas, mais pour donner cette impression vraiment de galop, comme si toute la composition était littéralement prise de galop. Et les chevaux finissent par avoir des expressions dont je dirais qu'elles sont presque humaines. On ne voit aucun chevalier dans cette version, quasiment aucun visage. Et par contre, alors, aux chevaux est donnée cette espèce de mission, en fait, de porter l'idée de vie ou l'idée de mort. Le cheval à l'agonie, le cheval gris bleu, le premier corps que vous découvrez maintenant, a dans le regard ce côté vraiment de mourant, qui est étonnant et que n'a aucun personnage de la bataille de Troie. Car on ne voit pas de visage, il n'y a pas de visage à découvert, ou pour ainsi dire pas. Alors donc, vous avez remarqué, le tout est articulé par la grande figure de Bernardino de la Sciarda, avec ce cheval, bien sûr, en train de se cabrer. Cuccello a immensément allongé pour lui donner un air encore plus fatigué. J'entends la chute devient véritablement une chute cosmique par la puissance qui est donnée au cheval, et donc, du coup, par la faiblesse qui est donnée à cet homme en armure qui est en train de tomber, de vaciller, en tout cas, sur le dos même de son cheval. Et nous arrivons maintenant à la troisième version, Paris. C'est la version qui met en scène donc Micheletto, le fameux renfort de Tolentino, c'est-à-dire au fond l'armée qui appuie au fond les attaquants. Et cette version, la version de Paris, est considérée par les historiens d'art du Parc, mais surtout les spécialistes et les restaurateurs de Parc, comme la mieux conservée des trois. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une espèce de curieux chatoiement métallique? Alors, ce chatoiement métallique est bien sûr voulu. En l'examinant de près, vous verrez, et pas partout, vous verrez que Uccello a collé sur sa peinture des feuilles d'argent. Et examen fait par les spécialistes, dans les trois versions, les armures étaient enrichies de feuilles d'argent, mais que Uccello ensuite brunissait. Je veux dire par là qu'il étouffait le trop grand éclat de l'argent, mais juste le laissait apparaître pour que, dans la semi-pénombre des appartements tels qu'ils étaient pratiqués à la Renaissance, on sente vraiment l'éclat des armes et l'éclat des armures. Eh bien, la seule version qui a gardé ce chatoiement du métal, c'est la version de Paris. Et la meilleure partie, si j'ose dire, c'est la partie de Michelotto, donc le personnage central que vous avez ici. Et du coup, vous admettrez, ça donne encore un côté presque héroïque du personnage qui est étourdissant. Alors, si la première des versions était surtout, je dirais, dictée par l'esprit de dynamisme du mouvement, si la rythme, toujours est-il, le sang coule, passe sous la porte, et voilà la garde qui vient voir que le crime a été commis, bien sûr. Et là, de nouveau, c'est ça qui me paraît important, voyez combien c'est théâtral. Même, j'entends, l'espace de la porte ouvert correspond tout à fait aux convenances des décors de cette époque-là. Troisième épisode, bien sûr, l'hostie est ramenée à l'église, vous pouvez bien penser en pompe, elle y est encore aujourd'hui. En grande représentation de pompe ecclésiastique, où j'ai un tout petit peu l'impression, d'ailleurs, Cuccello s'est beaucoup abusé, parce qu'il y a un côté peintable chez tous ces personnages. Alors, naturellement, il faut voir ce qui se passe après, ce sera rapidement fait. On prend la dame, ça c'est une évidence, tout de même. On la pend. Un ange vient tout de suite s'en occuper, si vous remarquez, parce que c'est une botte chrétienne, bien sûr. Alors, la beauté, c'est bien sur le groupe de gauche, où vraiment il y a une réminiscence des batailles dans les chevaux, très très belle, très poétique en même temps. Quand on a pendu la dame, on s'occupe naturellement du monsieur, et lui et sa famille, pour faire bon foi, bonne mesure, sont brûlés. Et là, bien entendu, il n'y a pas d'ange, comme vous pouvez bien penser. Et juste une allusion finale dans le dernier morceau, la dépouille de la dame a été ramenée dans l'église, et voyez bien que son âme fait l'objet de combats entre des anges à sa tête et des diables à son chevet. Et là, de nouveau, dans un paysage absolument merveilleux, comme Uccello en a déjà peint dans ses batailles, des paysages fantastiques au sens le plus propre du terme. Donc vraiment, ce qu'il y a de merveilleux, je trouve, dans cette prédelle, c'est encore une fois la fraîcheur, l'originalité, l'inventivité de cette mise en scène, qui est merveilleuse, surtout quand on pense que Uccello sortait de grandes représentations épiques, les trois batailles, et retrouvait tout d'un coup cette spontanéité, je dirais presque même cette naïveté du récit, qui me paraît merveilleux. Puis, ayant accompli donc cette prédelle, notre Paolo Uccello rentre à Florence. Il lui reste 1 année et demie à vivre. Il a, dit-on, beaucoup de peine à voir. Il a, dit son fils, beaucoup de peine à peindre.
Et néanmoins, il accepte une ultime commande que vous avez sous les yeux, qui est peut-être une des œuvres. Là encore, je reprends l'adjectif fantastique, mais s'il vous plaît, au sens le plus pur du terme, le plus strict du terme, c'est-à-dire vraiment au-delà de la réalité. Il représente donc une des scènes les plus fantastiques qui soit, c'est cette chasse dans la nuit, qui est complètement folle, puisqu'en fait, vous remarquerez, tous les chasseurs ont au moins la lampe dramatique des guerriers des batailles, mais tout cela se perd complètement dans les ténèbres de cette forêt, qui est une véritable cathédrale gothique d'ailleurs, où les animaux sont en train de disparaître. Donc ça devient une espèce de chasse fantôme étourdissante. Alors voilà donc l'ensemble, et j'ai appris un détail pour que vous voyez l'élégance de miniaturiste, en même temps que l'élégance de cartonnier de tapisserie, parce que vraiment là, on pense miniature, on pense tapisserie, vraiment que ça soit affreux, évidemment, sinon il n'y a pas de prédèle. Hein. Alors vous voyez, il les a tous dépeignés, c'est absolument extraordinaire, très très amusant. Toujours est-il donc, lui a frappé l'hostie avec son couteau, elle s'est mise à saigner, ensuite il l'a même mis dans sa lèche-frite, mais toujours est-il le sang coule, passe sous la porte, et voilà la garde qui vient voir que le crime a été commis, bien sûr. Et là, de nouveau, c'est ça qui me paraît important, voyez combien c'est théâtral. Même, j'entends, l'espace de la porte ouvert correspond tout à fait aux convenances des décors de cette époque-là. Troisième épisode, bien sûr, l'hostie est ramenée à l'église, vous pouvez bien penser en pompe, elle y est encore aujourd'hui. Or, grande représentation de pompe ecclésiastique, où j'ai un tout petit peu l'impression, d'ailleurs, Uccello s'est beaucoup amusé, parce qu'il y a un côté peintable chez tous ces personnages. Alors, naturellement, il faut voir ce qui se passe après, ce sera rapidement fait. On prend la dame, ça c'est une évidence, tout de même. On la pend. Un ange vient tout de suite s'en occuper, si vous remarquez, parce que c'est une botte chrétienne, bien sûr. Alors, la beauté, c'est bien sur le groupe de gauche, où vraiment il y a une réminiscence des batailles dans les chevaux, très très belle, très poétique en même temps. Quand on a pendu la dame, on s'occupe naturellement du monsieur, et lui et sa famille, pour faire bon poids, bonne mesure, sont brûlés. Et là, bien entendu, il n'y a pas d'ange, comme vous pouvez bien penser. Et juste une allusion finale dans le dernier morceau, la dépouille de la dame a été ramenée dans l'église, et voyez bien que son âme fait l'objet de combats entre des anges à sa tête et des diables à son chevet. Et là, de nouveau, dans un paysage absolument merveilleux, comme Uccello en a déjà peint dans ses batailles, des paysages fantastiques au sens propre du terme. Donc vraiment, ce qu'il y a de merveilleux, je trouve, dans cette prédelle, c'est encore une fois la fraîcheur, l'originalité, l'inventivité de cette mise en scène, qui est merveilleuse, surtout quand on pense que Uccello sortait de grandes représentations épiques, les trois batailles, et retrouvait tout d'un coup cette spontanéité, je dirais presque même cette naïveté du récit, me paraît merveilleux. Puis, ayant accompli donc cette prédelle, notre Paolo Uccello rentre à Florence. Il lui reste 1 année et demie à vivre. Il a, dit-on, beaucoup de peine à voir. Il a, dit son fils, beaucoup de peine à peindre. Et néanmoins, il accepte une ultime commande que vous avez sous les yeux, qui est peut-être une des œuvres. Là encore, je reprends l'adjectif fantastique, mais s'il vous plaît, au sens le plus pur du terme, le plus strict du terme, c'est-à-dire vraiment au-delà de la réalité. Il représente donc une des scènes les plus fantastiques qui soit, c'est cette chasse dans la nuit, qui est complètement folle, puisqu'en fait, vous remarquerez, tous les chasseurs ont au moins la lampe dramatique des guerriers des batailles, mais tout cela se perd complètement dans les ténèbres de cette forêt, qui est une véritable cathédrale gothique d'ailleurs, où les animaux sont en train de disparaître. Donc ça devient une espèce de chasse fantôme, étourdité pour devenir une espèce de nouvelle Athènes. C'est d'ailleurs ainsi qu'on l'appellera sous Cosme Ier de Médicis. Alors, l'époque qui nous concerne plus précisément correspond exactement à l'épanouissement de la famille de Médicis. Voilà pourquoi j'ai pensé très important de vous rapporter peut-être au moins l'identité des 4 premiers, des 4 plus grands. Le premier des Médicis à s'être véritablement imposé, être devenu ainsi gonfalonier de justice à vie. Il n'est encore que cela, il n'est donc au fond qu'un nommé du conseil. Il paye à ses chefs pour être nommé, mais enfin il est nommé quasi légalement par le conseil. Le premier, c'est donc Jean de Médicis. C'est encore le XIVe siècle, puisqu'il est né en 1360 et qu'il s'éteindra en 1428, après 21 ans de pouvoir suprême, en fait, sur Florence. Il lèguera en fait
et sa fortune, et ses pouvoirs, et ses prérogatives, et ce qu'il a su gratter dans la politique florentine à son fils, qui est un génie parfait, c'est le fameux Cosme Ier, qu'on appelle, et vous le savez sans doute, Cosme l'Ancien, ou Cosme le Grand, ou Cosme le Père des Arts, enfin, il a une quantité extraordinaire de surnoms. Et vraiment, c'est lui qui a marqué cette première moitié du XVe siècle d'une empreinte absolument indéfectible. C'est l'un des plus grands potentats, peut-être, que l'histoire de l'art ait jamais connu. Il est à comparer avec les Aménophis III de l'Égypte, les Périclès de la Grèce. Vous permettez que je n'entre pas dans trop de détails. Il est évident que je devrais aussi vous raconter qu'à un moment donné, on l'a chassé de Florence, il s'est laissé chasser pour mieux revenir parce que indispensable, et ensuite pour mieux se venger, bien sûr, et il a causé ainsi la disparition des Albizzi, faisant une telle peur à tous les autres qu'en fait, il est devenu quasiment tyran de Florence. Cosme Ier lèguera le pouvoir à son fils, le fameux Pietro de Médicis, qu'on appelle Pietro il Gottoso, le goutteux, car vous savez sans doute qu'atteint d'une maladie, il a souffert abominablement sa vie entière, ce qui l'a amené à n'être peut-être pas le plus formidable des Médicis. Et ça, c'est Laurent, le grand Laurent, Laurent le Magnifique, né en 1448 et régnant jusqu'en 1492. Donc on peut dire vraiment que le siècle d'or de Florence va de Cosme à Laurent, en devant bien quand même compter Pierre le Goutteux là-dedans, qui a au moins, disons, une raison de figurer là ce soir en tant qu'esthète. Il a épousé la plus belle femme de tous les temps, c'est la fameuse Lucrezia Tornabuoni, dont tous les peintres, notamment Ghirlandaio, ont immortalisé l'absolue splendeur. Pour que vous vous rendiez compte du tournant que les Médicis réussiront à imposer à Florence, j'aimerais vous rappeler que si Jean de Médicis est encore gonfalonier, si Cosme Ier, si grand soit-il, demeure gonfalonier aussi, il est tellement prudent qu'il refuse tous les titres et tous les honneurs, de façon en fait à distribuer ces titres et ces honneurs à ceux qu'on connaît. Chaque bataille a son accent. L'accent de la bataille de Londres, c'était essentiellement le côté épique du récit, avec ce Niccolo da Tolentino du premier plan. Ici, je dirais que dans la mêlée, il y a quelque chose qui donne plus d'importance au cheval. Tout le roulement, je dirais, le grondement de la bataille est mené par les courbes des chevaux. Ça, c'est la partie de gauche, c'est donc le Michelotto qui est en train de baisser sa lance, puisqu'au fond, l'œuvre est faite. Mais de nouveau, regardez, c'est vraiment aux chevaux, à ces chevaux invraisemblables, qui sont blancs, qui sont rouges, qui sont verts, pour certains, couleur d'une audace formidable, c'est aux chevaux que Uccello donne ici vraiment l'épique du récit. À la partie de gauche, je voulais faire correspondre la partie droite ici, avec cette fameuse ruade, qui est tout ce que vous voulez, mais surtout pas naturaliste, vous admettrez. Les roses sont toujours là, on en voit moins, mais les roses sont toujours là. Et cette fois-ci, il y a peut-être peu de fuyards à l'arrière-plan, mais par contre, beaucoup de lapins qui fichent le camp. Alors voilà, vu de plus près la puissance de ces chevaux, qui sont aussi transposés que les fameux chevaux chinois de l'époque des Tang. Il y a les mêmes dilatations de poitrail, les mêmes amenuisements de pas, mais pour donner cette impression vraiment de galop, comme si toute la composition était littéralement prise de galop. Et les chevaux finissent par avoir des expressions dont je dirais qu'elles sont presque humaines. On ne voit aucun chevalier dans cette version, quasiment aucun visage. Et par contre, alors, aux chevaux est donné cette espèce de mission, en fait, de porter l'idée de vie ou l'idée de mort. Le cheval à l'agonie, le cheval gris bleu, le premier plan que vous découvrez maintenant, a dans le regard ce côté vraiment de mourant, qui est étonnant et que n'a aucun personnage de la bataille de Florence. Car on ne voit pas de visage, il n'y a pas de visage à découvert, ou point inspire pas. Alors donc, vous avez remarqué, le tout est articulé par la grande figure de Bernardino de la Sciarda, avec ce cheval, bien sûr, en train de se cabrer. Uccello a immensément allongé pour lui donner un air encore plus fatidique. J'entends la chute devient véritablement une chute cosmique par la puissance qui est donnée au cheval, et donc, du coup, par la faiblesse qui est donnée à cet homme en armure, qui est en train de tomber, de vaciller, en tout cas, sur le dos même de son cheval. Et nous arrivons maintenant à la troisième version, Paris. C'est la version qui met en scène, donc, Micheletto, le fameux renfort de Tolentino, c'est-à-dire, au fond, l'armée qui appuie, au fond, les attaquants. Et cette version, la version de Paris, est considérée par les historiens d'art du temps, mais surtout les spécialistes et les restaurateurs d'autre part, comme la mieux conservée des trois. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une espèce de curieux chatoiement métallique? Alors, ce chatoiement métallique est bien sûr voulu. En l'examinant de près, vous verrez, et pas partout, vous verrez
que Uccello a collé sur sa peinture des feuilles d'argent. Et examen fait par les spécialistes dans les 32. Donc on peut dire vraiment que le siècle d'or de Florence va de Cosme à Laurent, en devant bien quand même compter Pierre le Goutteux là-dedans, qui a au moins, disons, une raison de figurer là ce soir en tant qu'esthète. Il a épousé la plus belle femme de tous les temps, c'est la fameuse Lucrezia Tornabuoni, dont tous les peintres, notamment Ghirlandaio, ont immortalisé l'absolue splendeur. Pour que vous vous rendiez compte du tournant que les Médicis réussiront à imposer à Florence, j'aimerais vous rappeler que si Jean de Médicis est encore gonfalonier, si Cosme Ier, si grand soit-il, demeure gonfalonier aussi, il est tellement prudent qu'il refuse tous les titres et tous les honneurs, de façon en fait à distribuer ces titres et ces honneurs à ceux qu'on doit bien appeler des clients. Justement les Alberti, les Peruzzi et les autres, il leur donne autant d'honneurs qu'ils veulent, et il reste parfaitement propre là-dedans. Puis ensuite il dirige comme il veut, la reconnaissance, vous savez, ça n'a pas de borne. Pierre, son fils, demeure gonfalonier, mais Laurent, lui, abandonne le titre de gonfalonier et il devient principe, prince de la République, à partir de 1472. Donc au fond, c'est Laurent qui va transformer cette Florence ataviquement républicaine en un État qui est quasiment un État, comment dire ça, dynastiquement gouverné par des tyrans, mais au sens antique du terme. Ce qui permettra d'ailleurs à Laurent, qui n'est plus fonctionnaire, mais prince, de faire de sa descendance des choses pas mal, dont n'auraient pas rêvé son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Je veux dire que dans ce 15e et 16e siècle extrêmement marqué par l'atavisme des familles et la noblesse des familles, le titre de prince lui permet de rêver à quelques beaux débouchés pour la progéniture. Pierre II, son aîné, deviendra en fait son remplaçant. À la mort de Laurent, Pierre II deviendra à son tour prince de Florence. Il finira mal parce qu'il aura la maladresse de s'opposer au grand ténor de l'époque qui est Savonarole. C'est vous dire qu'il sera du coup, lui, le perdant et chassé de Florence, mais c'est une autre affaire. Le deuxième fils de Laurent s'appelle Julien, Julien II, et lui, on lui fera épouser en fait une princesse française, et il deviendra le fameux duc de Nemours, et du coup, c'est une porte magnifique ouverte aux Médicis sur la cour de France. Quant au petit troisième, il s'appelle Giovanni comme tout le monde, et il deviendra pape sous le nom de Léon X. C'est que vraiment, ces Médicis, par une politique extraordinairement tortueuse, admettons-le bien, complexe, à volte-face, mais d'une intelligence et d'une rigueur formidable, ces Médicis réussiront à complètement changer, je dirais même à muter l'esprit d'une cité dont ils n'étaient jusqu'alors que des citoyens, ce qui est une chose absolument phénoménale. Et encore une fois, à la fin du règne des Médicis, ils pourront estimer compter parmi les têtes, entre guillemets, couronnées, les plus puissantes et les plus prospères d'Europe. Souvenez-vous qu'à peine un de Velasquez qui s'appelle Les Lances, quand on sait que Velasquez est allé à Florence, quand on sait qu'il a vu la bataille de Paolo Uccello, alors on peut comprendre d'où lui vient l'idée d'avoir rythmé toute une grande composition historique des Lances. Au fond, il a repris l'idée de Paolo Uccello. Voilà la partie de droite, le premier chevalier de Florence attaquant le premier chevalier de Sienne, et de nouveau, vous découvrez là l'un de ces chevaux fabuleux. Mais regardez bien, peint complètement en arête vive, comme si c'était des chevaux de manège. On a véritablement l'impression de chevaux automates, si j'ose dire. Il n'y a aucune recherche de naturalisme, mais au contraire un espèce de détachement épique que je trouve justement merveilleux. C'est un combat qui n'en est pas un, c'est une parade plutôt, c'est une parade épique, une parade de mort. Le cosmos bascule, mais avec une polyphonie d'une telle élégance et en même temps d'une telle sophistication qu'elle évoque tout, mais surtout pas le sang versé. On se bat, mais on se bat presque pour la perspective, si j'ose dire. Et c'est peut-être pour cela que c'est tellement insolite et tellement curieux. Ce front de lutte se développe sur un paysage qui est hallucinant, parce qu'au fond, le premier plan est séparé de l'arrière-plan par un buisson de roses. C'est d'ailleurs d'une beauté, d'une fragilité extraordinaire et merveilleux comme un portant de décor, et il ouvre sur l'arrière, où alors là, vous voyez la Malta et les fantassins en train de courir, et bien entendu de s'enfuir déjà. On l'a vu encore d'un peu plus près, ces fameux fantassins, notamment celui qui est en train ici de réarmer son arquebuse. Et dans la bataille de Londres, c'est le dernier détail que je vous montre, en se promenant entre les chevaliers, le bosquet de rose et les fantassins, c'est le petit soldat mort au premier plan. C'est la première victime, c'est le premier mort. Et je vous le montre, d'abord parce qu'il est superbe, mais deuxièmement,
effectivement, parce qu'il est l'objet d'un des plus jolis mots d'esprit d'un historien d'art anglais, qui est Sir Kenneth Clark, qui a dit, au premier plan, on voit le premier soldat tomber pour la gloire de la perspective. Parce que c'est la première fois qu'on voit dans un raccourci aussi extraordinaire une figure humaine. 50 ans avant le Christ mort d'Andrea Mantegna, qui est aussi une vision perspectivale absolument hallucinante. Donc vraiment, il faut apprécier dans l'œuvre que vous venez de voir aussi bien le côté épique qu'encore une fois, l'insolite de cette guerre qui n'en est pas une, tant l'artiste a su la transmuter et en faire encore une fois une sorte de somptueuse parade, mais en même temps, bien sûr, l'intérêt et la passion de cet artiste pour les recherches les plus avancées, notamment en matière de perspective, et vous en avez là un des plus beaux exemples qui soit. Et maintenant, deuxième volet, voilà la bataille de Florence, c'est donc le moment où Michelotto est en train d'intervenir et il désarçonne Bernardino della Sciarda, qui est notre personnage central ici, avec de nouveau un cheval fantôme qui est absolument extraordinaire. Chaque bataille a son accent, je dirais. L'accent de la bataille de Londres, c'était essentiel, vous connaissez tous, il s'appelait à l'époque le palais Médicis, il s'appelle aujourd'hui palais Médicis-Riccardi, parce que les Médicis ont ensuite vendu aux Riccardi. Mais enfin, c'était cette fameuse grande bâtisse très sévère et très carrée du beau centre de Florence que vous connaissez. Cosme décide d'en faire une sorte de temple des arts, et notamment, il commande 3 tableaux représentant des batailles pour la grande chambre du rez-de-chaussée, dite chambre de Laurent. Autrement dit, Cosme a commandé les 3 batailles de Paolo Uccello, qui sont parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture mondiale, pour la chambre du petit aîné, c'est-à-dire pour la chambre de Laurent, qui, faites le calcul, avait 17 ans et un petit peu à cette époque-là. Donc, on lui a offert des batailles parce que c'était son âge. C'est à peu près ça. Mais, s'il vous plaît, ne croyez plus les historiens d'art qui disent Florence s'est fait peindre cette victoire pour marquer sa splendeur et son patriotisme. C'est complètement faux. Les papiers sont absolument là, ils sont sûrs. C'est l'idée d'un père pour tremper le courage et l'âme de son fils. Cosme pour Laurent, et rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Alors, ces fameux 3 tableaux seront exécutés par Paolo Uccello, bien sûr. Ils seront installés dans l'alcôve de Laurent. Laurent n'y vivra pas très très longtemps. Je vous rappelle qu'en fait, il quittera très rapidement le Palazzo Médicis pour s'installer dans le nouveau palais de Prato qui lui appartenait, puis ensuite dans celui de Pratolino, comme vous savez. Et donc, les 3 batailles resteront en place. Je vous donne rapidement les sujets. À Londres, version de Londres, qui est la première dans son ordre stratégique, nous voyons le chef de l'armée florentine, le fameux Niccolo da Tolentino, en train d'attaquer. Dans le deuxième tableau, vous verrez son aide, Micheletto da Cotignolo, donc c'est aussi un sarrasin à la solde de Florence, en train d'attaquer les mêmes Siennois de flanc. Et au fond, il joue le rôle de renfort, si vous le voulez, et il casse le flanc des Siennois. Et dans le troisième, vous verrez le Siennois Bernardino della Sciarda, qui est donc le chef de l'armée siennoise, qui est désarçonné. Il tombe en armure de son cheval, il ne se relèvera pas, et il ne rentrera d'ailleurs jamais à Sienne, il sera égorgé sur le champ de bataille. Voilà. C'est pas tout à fait la bataille, ce que vous avez sous les yeux, c'est juste l'Uccello d'entre les cycles presque disparus et le cycle des batailles. C'est une toute petite prédelle, mais une toute petite prédelle de rien du tout, qui a été signée par Uccello pour les Médicis comme une sorte d'engagement de contrat, si vous voulez. Je tenais en effet à vous montrer tout ou presque tout par Uccello. Et voilà. Alors maintenant on arrive dans les œuvres, vraiment les grandes œuvres. Ça n'a aucune commune mesure avec ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Aucune. Il est évident qu'il faut oublier Prato, il faut oublier même les Restaël, et vous le savez sans doute, Cosme l'Ancien, ou Cosme le Grand, ou Cosme le Père des Arts, enfin il a une quantité extraordinaire de surnoms. Et vraiment, c'est lui qui a marqué cette première moitié du XVe siècle d'une empreinte absolument indéfectible. C'est l'un des plus grands potentats peut-être que l'histoire de l'art ait jamais connu. Il est à comparer avec les Aménotis III de l'Égypte, les Périclès de la Grèce. Vous permettez que je n'entre pas dans trop de détails. Il est évident que je devrais aussi vous raconter qu'à un moment donné, on l'a chassé de Florence, il s'est laissé chasser pour mieux revenir parce que indispensable, et ensuite pour mieux se venger, bien sûr, et il a causé ainsi la disparition des Albizzi,
faisant une telle peur à tous les autres qu'en fait il est devenu quasiment tyran de Florence. Cosme Ier lèguera le pouvoir à son fils, le fameux Pietro de Médicis, qu'on appelle Pietro il Gottoso, le goutteux, car vous savez sans doute qu'atteint d'une maladie, il a souffert abominablement sa vie entière, ce qui l'a amené à n'être peut-être pas le plus formidable des Médicis. Et ça, c'est Laurent, le grand Laurent, Laurent le Magnifique, né en 1448 et régnant jusqu'en 1492. Donc on peut dire vraiment que le siècle d'or de Florence va de Cosme à Laurent, en devant bien quand même compter Pierre le Goutteux là-dedans, qui a au moins, disons, une raison de figurer là ce soir en tant qu'esthète. Il a épousé la plus belle femme de tous les temps, c'est la fameuse Lucrezia Tornabuoni, dont tous les peintres, notamment Ghirlandaio, ont immortalisé l'absolue splendeur. Pour que vous vous rendiez compte du tournant que les Médicis réussiront à imposer à Florence, j'aimerais vous rappeler que si Jean de Médicis est encore gonfalonier, si Cosme Ier, si grand soit-il, demeure gonfalonier aussi, il est tellement prudent qu'il refuse tous les titres et tous les honneurs, de façon en fait à distribuer ces titres et ces honneurs à ceux qu'on doit bien appeler des clients. Justement, les Alberti, les Perutti et les autres, il leur donne autant d'honneurs qu'ils veulent, et ils restent parfaitement propres là-dedans. Puis ensuite, il dirige comme il veut, la reconnaissance, vous savez, ça n'a pas de borne. Pierre, son fils, demeure gonfalonier, mais Laurent, lui, abandonne le titre de gonfalonier et il devient principe, prince de la République, à partir de 1472. Donc au fond, c'est Laurent qui va transformer cette Florence ataviquement républicaine en un État qui est quasiment un État, comment dire, dynastiquement gouverné par des tyrans, mais au sens antique du terme. Ce qui permettra d'ailleurs à Laurent, qui n'est plus fonctionnaire, mais prince, de faire de sa descendance des choses pas mal, dont n'auraient pas rêvé son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Je veux dire que dans ce 15e et 16e siècle extrêmement marqué par l'atavisme des familles et la noblesse des familles, le titre de prince lui permet de rêver à quelques beaux débouchés pour la progéniture. C'est l'espace codifier la perspective, codifier le savoir, c'est Marcille Ficin, c'est Pic de la Mirandole, c'est Ange Policien, tout cela vont travailler avec artistes et princes pour faire de Florence la ville la plus extraordinaire qui soit. Alors pour emblématiser un peu tout cela, le premier document, c'est un dessin que j'utilise vraiment comme un symbole en l'occurrence. C'est signé de Francesco Di Giorgio, qui est, disons, un des élèves de la génération de Brunelleschi. Et c'est une des premières fois qu'on voit apparaître cette fameuse idée si fondamentalement renaissante que l'espace architectural doit être parfait. Pour être parfait, il doit répondre aux normes de l'homme, l'homme étant la créature la plus parfaite de Dieu. Autrement, c'est ce fameux anthropocentrisme qui va marquer toute la Renaissance et du même coup tous les temps modernes, apparaît dans cette Florence, entre les banquiers, les drapiers, les peintres, les sculpteurs, les architectes et les théoriciens. C'est, si vous voulez, de ce concert que naît un dessin aussi fabuleux que celui-ci, car il prépare exactement ce qui verra le jour au début du siècle suivant, le fameux dessin de Léonard de Vinci, que tout le monde connaît, l'homme dans son rond et son carré. Vous en avez au fond la préparation et l'élaboration ici. Et deuxième dessin que j'utilise vraiment comme entrée en matière dans ce monde des idées nouvelles, des connaissances nouvelles, toutes les recherches sur la perspective et l'espace, menées d'abord par Alberti, puis poursuivies par Brunelleschi, puis adoptées par des gens comme Ghiberti, Donatello, Uccello et tous les autres, ces idées-là sont florentines, tout à fait dans l'esprit de ces recherches infiniment complexes d'espace que des théoriciens mettent sur pied pour que des artistes les traduisent au compte des princes et de l'oligarchie patricienne. Donc vous voyez, ce fameux et merveilleux triangle, le théoricien, l'artiste et le prince, est en train de se créer. Donc au fond, toute la civilisation du mécénat, toute la civilisation de la Renaissance est en train maintenant de s'élaborer dans cette Florence de 1400 à 1450 à peu près. Ceci n'était jusqu'à présent qu'une, on peut dire, entrée en matière. Nous allons naturellement restreindre notre champ à Paolo Uccello, qui est l'un de ces personnages fabuleux qui, pour le compte des Médicis et de bien d'autres, avec l'aide de Marcille Ficin, Alberti et de bien d'autres, va créer en fait un art comme on n'en avait jusqu'alors jamais vu. Alors, quelques mots, si vous permettez, sur Paolo Uccello.
strictement florentin. Il est né à Florence en 1397, donc à la fin du XIVe siècle, au fond, sous l'oligarchie patricienne du Conseil florentin, avec comme gonfalonier de justice un Médicis déjà, le premier de tous, c'est Jean de Médicis, Giovanni de Médicis, dont je vous ai parlé. Et Uccello mourra à Florence en 1475, c'est-à-dire égaler les morts, c'est donc dire qu'il est déjà presque un immortel lui-même. L'artiste est en train de devenir ce demi-dieu dont le statut en fait culminera avec les Raphaël, Vinci et Michel-Ange de 2 générations plus tard. Alors, le monument est tellement beau que j'ai amené un détail, voilà, le détail qui est absolument extraordinaire, avec ce traitement très abrupt, comme vous remarquez, ces pans très coupés, ces pans très secs, qui justement imitent si bien et rendent si bien l'idée de sculpture, et surtout cette limitation de la palette à la terre verte, juste, comment dire ça, réchauffée par ce rouge pompéien de la stèle et du harnais. Mais pour le reste, nous sommes entre la statue et la peinture, n'est-ce pas, dans une espèce d'espace extrêmement ambigu. Et il faut savoir que ce monument va en fait faire des tas de petits. Je veux dire que véritablement, il va lancer l'idée de la statue équestre, et que bien sûr, Donatello fera la sienne. Donatello a connu ce Giovanni Arcuto, vous imaginez bien, il a connu également Uccello, dont il était un familier, et bien ça nous vaudra le Gattamelata, notamment la fameuse statue de Padoue. Mais cela nous vaudra aussi une foule d'autres chevaliers, d'autres cavaliers, qui orneront la peinture, la tapisserie, l'enluminure et même l'orfèvrerie. Et juste pour que vous en ayez une petite, comme ça, petite avant vous, je vous ai amené cette page de garde d'un manuscrit, hélas anonyme, milanais, où le dédicataire du livre, le prince, est représenté à cheval, un peu comme Giovanni Arcuto, et du même coup un peu comme Marco Aurèle. Ou encore mieux, ça va être encore plus près d'Uccello, cette page de garde d'un autre manuscrit napolitain, lui, où l'artiste, toujours anonyme, a également dédicacé son œuvre dans un espèce de faux semblant de marbre absolument merveilleux d'ailleurs, c'est du trompe-l'œil complètement, au fait de laquelle un même cavalier avec la même fierté que le Giovanni Arcuto de tout à l'heure se présente. Quelques mots de plus sur le monument et sur le défunt, parce que c'est important. Ce Giovanni Arcuto ne s'est jamais appelé Giovanni Arcuto, il s'appelait John Folkwood, c'était un Anglais. C'était un de ces innombrables condottières, hommes de courage et de valeur, qui, moyennant finance, s'engageaient une année vers celui-ci et l'année suivante vers le contraire. Alors ce Sir John Folkwood avait beaucoup combattu pour Florence, qui le payait bien, et notamment remporté une victoire importantissime, c'est la fameuse victoire de Cassaina. La victoire de Cassaina était décisive. Contre les troupes de Florence se dressait une coalition des villes de Toscane. Si Florence remportait cette bataille-là, Florence pouvait faire admettre sa suprématie. Et c'est Hawkwood qui a sauvé la bataille. Donc les Florentins, je dois dire, l'aiment bien. Cette bataille avait eu lieu en fait en 1364. Et 30 ans plus tard, en 1394, Arcuto est mort et Florence a décidé de lui faire un monument. Alors là, c'est très mignon parce que très florentin, c'est une sorte de gonfalonier de justice. Le vrai maître de Florence, c'est l'un des gonfaloniers de Florence, celui qui a pour charge de s'occuper, dit-on, de la justice, mais c'est l'homme du pouvoir absolu, ou presque. Alors, je disais bien que ce conseil de Florence, regroupe essentiellement des marchands, mais naturellement des banquiers aussi, des industriels également, on va le voir dans un instant, mais au fond, c'est parmi ces gens-là que l'on retrouve quand même les noms qui, pendant 2 siècles, voire même 3 siècles, vont faire la grandeur des arts à Florence, en Toscane, en Italie et même en Europe. Donc je pense qu'il faut citer parmi ces membres permanents du Conseil, de génération en génération, des gens comme les Albizzi, des gens comme les Alberti, des gens comme les Bardi, des gens comme les Peruzzi, les Acciaiuoli, beaucoup d'autres encore, Tornabuoni, tiens, ça me revient maintenant, et parmi eux, une famille qui va se faire une place de lion dans l'affaire, c'est la famille de Médicis. Mais à l'époque où nous sommes, cette famille de Médicis n'est encore qu'une de ces innombrables familles. Florence est riche, Florence est prospère, Florence en est très fière, Florence gère admirablement sa fortune, cette fortune est énorme, mais cette fortune tient dans 10 ou 15 maximum coffres, dans 10 ou 15 maximum palais de Florence. C'est ça, au fond, la couverture de Florence. Alors, d'où vient cet argent? Comment ont-ils fait, ces gens-là, ces Albizzi, ces Alberti, ces Médicis, comment est-ce qu'ils ont fait leur argent? Comme tout le monde d'abord, la première raison de la richesse de Florence, c'est le commerce.
Là, alors, ils rejoignent exactement les Siennois que nous avions vus à l'époque de Duccio, ou même les marchands padouans de l'époque de Giotto. Le commerce d'abord. Que commerçait-on à Florence? Les céréales comme tout le monde, l'huile comme toute la Toscane, le vin comme toute l'Italie, à quoi s'ajoute un peu d'épices, que les Florentins vendent plus cher que n'importe qui, mais parce qu'elles sont de meilleure qualité, dit-on. Des choses plus rares et qui rapportent gros, comme les perles, dont les Anglais et les Français sont les, disons, plus avides clients. Alors, il y a le commerce d'abord. C'est une petite part, elle est estimée à peu près 1/5, je dirais, de l'économie florentine. Deuxième source de revenus, et ça ce sont des choses très, très importantes, peut-être ça n'a pas l'air, mais vous allez voir, ça deviendra très important. Deuxième source de revenus, l'industrie. Et là, j'insiste parce que les Siennois n'en ont jamais eu, les Pisans n'en ont quasiment jamais eu, les Vénitiens surtout pas, les Génois non plus, les Romains ignorent. Le Florentin veut bien avoir une industrie, il veut bien avoir des ateliers, il veut bien avoir des fabriques, et il ne se sent pas déchu de sortir de sa fabrique pour rentrer chez lui, regarder ses Botticelli. Je veux dire par là, l'industriel, à l'encontre de toutes les autres cités d'Italie, n'est pas une sorte d'être rejetable. Alors, quelle industrie? Essentiellement le drap. Le drap de Florence est considéré comme d'au moins aussi bonne qualité que le drap de Flandre, et, vu les son argent, eh bien, il reprendra la route une fois encore, parce que la lettre qui lui demande de venir est tellement pleine de ferveur et de respect, qu'il ne peut pas l'ignorer. Cette lettre est signée par Frédéric de Montefeld, et quand on sait que Frédéric de Montefeld, c'était un homme qui était né avec un casque sur la tête, mais qui aimait les arts, il était duc d'Urbain, duc d'Urbino, vous savez sans doute, eh bien, Uccello a décidé de se rendre à l'invitation de Frédéric de Montefeld. Cette œuvre, c'était de faire pour l'église du Corpus Domini de Urbino le tableau d'autel. Et puis quand il a vu les panneaux qu'on lui avait préparés, il a pris peur. Et il a dit non, je suis trop vieux. Le panneau d'autel, faites-le faire par votre flamand. Moi, je ferai la prédelle. Et c'est ainsi qu'est née une œuvre qui est au fond monstrueuse, un tableau d'autel superbe signé par Juste de Gand, un des plus grands flamands qui soit, avec une prédelle de Paolo Uccello. Un tout jeune peintre et un très vieux peintre, un flamand et un italien ont cohabité dans l'église du Corpus Domini. C'est une œuvre absolument extraordinaire parce que, croyez-moi, avoir un haut flamand et un bas italien, c'est déjà incroyable, mais avoir un Juste de Gand et un Uccello, ça l'est encore plus. Alors, je vais vous montrer cette prédelle parce que c'est émouvant de se dire que c'est la dernière œuvre de Paolo Uccello. Alors, c'est une série de 6 panneaux. Le sujet était dicté, hein. C'est pas une invention de Paolo Uccello. Nous sommes à Urbino, dans une société très légitimiste, très pieuse, très pratiquante, prête à n'importe quel moment à aller casser du Turc ou à aller libérer Jérusalem. Frédéric de Montefeld rêve de croisade, c'est plus le moment, mais il en rêve quand même. Alors, pour lui, le sujet qui s'imposait, c'était l'histoire de l'hostie profanée. C'est d'ailleurs pas très joli comme prétexte, je vous dis tout de suite. À Urbino, il y avait une communauté juive importante. Frédéric de Montefeld en avait besoin, parce que son économie en avait besoin, mais il les haïssait. Donc il fallait trouver un sujet qui les flétrisse, mais sans quand même que ce soit trop grave. Alors, Frédéric de Montefeld a retrouvé un vieux mystère du XIIIe siècle qui raconte que une dame ayant besoin d'argent est allée chez son prêteur avec son pauvre manteau, prêteur juif bien sûr. Elle est allée voler une hostie, elle a amené l'hostie à l'usurier. L'usurier a percé l'hostie avec un couteau, l'hostie s'est mise à saigner, etc., etc. Le reste, on va suivre sur place. Mais simplement, je voulais vous montrer le prétexte peu élégamment politique, je dirais, de cette commande, et ça nous donne pourtant une œuvre d'art qui est merveilleuse. Et quand on sait que c'était un mystère que les Montefeld faisaient montrer sur le parvis de leur église, on goûte mieux Uccello. Ça sent tellement de théâtre. Vous sentez cela? C'est conçu comme une scène de théâtre, c'est joué comme une pièce de théâtre, avec à la fois cette contenance et ce hiératisme si propre à l'époque. Première scène, donc, la femme